Tamer Tricky, bienvenue sur Ça se passe. Merci. Comment ça va? Ça va super bien. Vraiment excité d'être ici. Moi tout, je suis content de t'avoir, dude. Je demande tout le temps au monde de faire un petit récapitulatif de comment on s'est connus. Puis toi, t'es quand même un OG follower de Ça se passe. C'est via Ça se passe qu'on s'est connus. Oui, 100%. Ouais. Fait que c'est comment exactement? T'en rappelles ça? Ben, j'ai découvert le podcast. Je me rappelle, c'est vraiment dans les, je pense, 5 premiers épisodes. Ouais, là. c'est Puis ça. là, je t'ai écrit sur LinkedIn, il me semble. C'est comme, Ouais. hey, dude, t'es sharp, allons luncher. Ouais. Puis, de fil en aiguille, tu sais, c'est... Puis c'est ça que, tu sais, je veux dire, je veux pas me présenter comme une manière d'influenceur ou whatever, mais genre, il y a du monde qui m'écrit puis qui m'encourage même parce qu'il me découvre sur le pod puis whatever. Mais ce que je trouvais cool avec toi, c'est que c'était sans artifice, sans genre de « Hey, moi, voici ce que je fais de cool ». Puis ça a été facile comme de dire oui parce que je t'ai vu dans un event. OK. Parce que t'es venu au premier event de lancement de Ça se passe. Puis c'est con, mais pour moi, c'était tellement meaningful d'avoir du monde de la communauté qui travaille dans les SaaS que j'aime, comme Kimobi. Oui. Là, j'étais comme, Chris, c'est bien hot, man, que le monde ait donné une chance à cet event-là. Fait que ce ping-là, plus l'event chez Kimobi, c'est... l'event, excuse-moi. Le premier event de Ça se passe, ça a comme fait, nice guy. Fait que c'est comme ça qu'on s'est connus. Tu nous ferais-tu un mini recap, genre personnel, mettons, en accéléré ton profil académique, professionnel, mettons? Ouais. Ben, moi, je suis originaire de la Tunisie. Ça fait 10 ans maintenant que je vis au Québec. Je suis venu ici pour faire ma maîtrise à l'Université Laval. Ouais. Puis par la suite, j'ai eu plusieurs expériences en robotique, en technologie, en radiologie médicale, en quincaillerie même. J'ai fait des mandats un peu partout ici aussi. Puis en Inde, en Afrique. Fait que j'ai eu plusieurs expériences qui m'ont mené à être directeur des ventes aujourd'hui chez Kimobi. OK. Très cool, man. Puis Kimobi, Ismaël, un des cofondateurs, est venu sur le pod. C'était genre un des premiers événements qu'on a fait aussi. Ah, celui chez Novathèse? Chez Novathèse, exact. Puis, on a comme parlé un peu de l'histoire de Kimobi, mais pour ceux qui n'ont peut-être pas déjà écouté le pod avec Ismaël Meskin de Kimobi, en 2-3 lignes, comment tu le résumerais? Oui. Kimobi, c'est un système d'engagement client pour concessionnaires automobiles. Ouais. Concrètement, on vient automatiser les communications que les concessionnaires vont avoir avec leurs clients. OK. À place de faire mettons, des appels pour dire ton rendez-vous est prêt, ton rendez-vous est demain, ou ton char est prêt, ou pour faire payer leurs clients, ou pour leur rappeler leur maintenance qui est due. Ouais. On fait ça tout de façon automatisée en s'intégrant à leur système interne. Fait qu'on vient leur sauver beaucoup de coûts, améliorer la qualité de leur service et améliorer leur rétention parce que les clients reviennent, parce qu'ils sont plus satisfaits. C'est ça. Fait que probablement qu'il y a plusieurs concessionnaires qui se font moderniser par l'adoption de Kimobi, mettons. Moi, je sais que quand j'ai pu, je pense, en tout cas, je sais pas si c'est votre client, Laval Volkswagen. Oui. Bon, OK. C'est ça. Fait que genre, tu sais, je peux texter à mon conseiller de service là-bas, ça me fait mes rappels, tout. Genre, le niveau de straightforwardness versus genre prendre le téléphone avant, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis, mettons qu'on veut essayer de faire un cadre un peu plus métrique sur Kimobi, une coupe de chiffres, mettons, à me lancer. Oui. Ben, ça a été fondé en 2013. Ouais. En ce moment, on est à plus de 10 millions de ARR. On parle de 42 employés à peu près. Ouais. Donc, c'est... Mostly à Québec. Non, en fait, c'est partout au Canada. On travaille avec 20% des concessionnaires au Canada. Non, excuse, les employés. Ah, les employés, excuse. Les employés, oui. Les employés, Québec, Montréal, Québec, Montréal. Il y en a un petit peu à Toronto, Nova Scotia. Qui travaillent nice. remotely, mais la plupart sont à Québec ici. Là. OK, c'est bon. Fait que t'as dit 10 millions de ARR. Ouais. Puis le user base, client base, il se spread sur l'Amérique du Nord pas mal? Ouais, ou... exact. Okay. Que c'est pas pur Canada, mettons. Là. Non. Canada et les États-Unis. On travaille avec à peu près 1000 concessionnaires automobiles au total. Okay. 20% du market share au Canada. Donc, c'est très cool. Quand tu vas dans la rue, sur un dealer sur 4, il y en a qui travaillent avec Kimobi. Très cool. Puis c'est ça, on veut rentrer dans plus de dealers aux États-Unis. Puis c'est là que la croissance va aller avec nous. Fait que tu sais, en prep au pod, je fais toujours un peu de stalking puis comme essayer de catcher c'est quoi le trajectoire de la personne avec qui est invitée. Là, j'ai vu genre un thème commun dans tes expériences avant Kimobi, fait que je veux qu'on parle un peu de ça.
que ce soit, mettons, l'Université Laval, comment ça s'appelait? Octostop ou Cednov? Cednové, comment ça se prononce? Cednov. Cednov. T'as comme fait des deals internationaux, genre, tu sais, t'as fait ça des missions commerciales ou genre négocier dans tel nouveau pays ou whatever. Fait que y a-tu de quoi que t'as appris de cette espèce de grosse tranche-là ou est-ce que t'étais plus international? Mr. Worldwide? Ben, ça l'est encore, by the way. Tu sais, moi, mes 3 critères pour choisir n'importe quel défi, c'est l'international, la technologie et la forte croissance. OK. Cool. Puis l'international avec Kimobi, on le justifie par justement les États-Unis et Exactement. peut-être un jour d'autres pays? Ou? Ben, rien que les États-Unis, tu sais, c'est un énorme marché. Puis, tu sais, le reste du Canada, ça reste que, tu sais, quand tu vends à Québec versus quand tu vends à Chilliwack, au BC, là, tu dois t'adapter pareil. Là. C'est cet élément-là que j'aime aussi dans l'aspect de l'international, c'est de pouvoir apprendre, puis ça te pousse à être curieux tout le temps, devoir apprendre de nouvelles choses, puis t'adapter pour être sharp et réussir, justement. Mais c'est ça, mais le mot-clé dans ce que tu viens de dire, c'est, mettons, t'adapter, parce que la culture commerciale ou d'affaires du concessionnaire du coin à Québec versus celui au cœur de l'île de Vancouver ou celui au fond du Texas, ça va être différent, on s'entend? 100%. Puis toi, l'approche que t'as, le langage, les pain points, I guess que ça peut varier, whatever, juste leur référent à eux. Mais là, avant qu'on se rende dans les concessionnaires, I guess que, tu sais, les histoires de deal en Inde ou c'est où? Quel autre pays t'es allé? Genre ça, l'adaptation culturelle, ça doit être bien pire. Là. Ouais, 100%. En Inde, là, c'était vraiment une méchante adaptation. Puis c'est justement, on s'en rend pas compte si on fait juste des affaires ici au Canada ou au Québec. Ouais. Mais les entreprises canadiennes et québécoises, on a une excellente réputation à l'international. T'es sérieux? OK. Ah, c'est incroyable. Là, tu peux rentrer n'importe où, puis comme on vient du Canada. Déjà, les Canadiens, à la base, on a une excellente réputation. Ouais. Les entreprises canadiennes, en plus, ça a un goût de qualité, j'imagine, un stamp de qualité qui vient sur ce qu'on fabrique, ce qu'on produit, puis ce qu'on vend à l'international. Fait que, tu sais, ça amène beaucoup de facilité quand tu vas en Inde, puis tu fais juste frapper des portes, puis rentrer, puis t'es comme, hey, je viens du Canada, puis tu sais, je me suis assis, j'étais en radiologie médicale quand j'étais en Inde. Ouais. Je me suis assis avec des directeurs d'hôpitaux privés, tu sais, un hôpital de 15 étages. Là, le gars, il a été diplômé à Harvard. Je me pointe en rendez-vous, tu sais, j'avais genre 23 ans, tu sais. T'avais des balles, genre? T'avais toujours un peu le courage du vendeur, ça te dérangeait ça, pas de te là, pointer? Ben, tu sais, t'as rien à perdre, là. I mean, j'avoue. T'as juste à gagner, là. Tu rentres là, puis le gars, il te fait monter dans la grosse tour, puis tu sais, il te raconte sa vie, comme, hey, moi, c'est ça, j'étais à Harvard, moi, puis ouais, Fait que t'as réussi à le closer? Et lui, ben, j'étais plus en recherche de fournisseurs, de distributeurs plutôt. OK, c'est bon. Dans cette mission-là versus de recherche de clients directs. Fait que c'était plus comprendre lui, comment il achète, qu'est-ce qu'il cherche, puis avoir des contacts que je pourrais aller mais y a-t-il une différence? Ce que j'essaie de sortir, là, c'est genre, y a-t-il une différence culturelle, mettons, que ce soit en Inde ou... T'es allé en Chine aussi? Non, pas encore. Il y a un autre pays dans ma prep que je dirais que là, j'oublie. Ouais, ben la Tunisie, j'ai fait des affaires avec... Clairement. Entre la Tunisie et le Québec. Fait que y a-t-il des différences culturelles, mettons, qui affectent des deals d'affaires ou comment tu vends quelque chose à quelqu'un ou comment tu achètes? Ah, 100%. Ouais, y en a-tu qui te passent dans la tête vite, mettons? Ben, tu sais, on en parlait un peu tantôt, mais le small talk, là. Le small talk. Le small talk. C'est pas pareil? Là, ben oui, c'est le jour et la nuit. Il y a des places, tu sais, mettons, en Amérique du Nord, on aime un peu le small talk, mais... Pas trop. C'est ça, là. On veut rentrer dans l'efficacité rapidement. Il y a des pays où ton small talk, c'est le meeting au complet, là. On parle business 5 minutes à la fin, là. Ah ouais. C'est comme... Faut qu'on devienne amis, entre parenthèses, ou entre guillemets, pour qu'on puisse faire des affaires ensemble. OK. En Inde, c'est comme ça? Ou pas? En Inde, c'était beaucoup de ça. C'était aussi, tu sais, un peu de familiarité, de devenir être, tu sais, crédible avec la personne. OK, crédible avec la personne. OK. Ouais. Puis que la personne soit crédible avec toi aussi. Tu sais, en Inde, il y a plusieurs personnes qui te disent ouais, je fais des affaires, puis tu sais, j'ai des entrepôts, puis j'ai du monde avec moi, avec de faire la sélection du vrai, du faux, c'est la partie la plus importante. Puis le small talk, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Le small talk en Tunisie, d'où tu viens, mettons, tu le mettrais où dans l'espèce d'échelle de on aime ça, on aime moins ça, on en fait Ben, c'est un peu, tu sais,
je catégoriserais tous les peuples un peu plus latins de l'hémisphère sud aussi, dans le même bucket. Là. OK. C'est plus des peuples où on va être plus enclin à aimer le small talk, à aimer le relationship, puis OK. que Moins, t'apportes un petit get to the cadeau, point que vite. t'apportes un petit quelque chose à la personne en signe d'appréciation du meeting, que c'est des échanges de faveurs. Ouais. La ligne est fine entre ça puis des enveloppes brunes, mettons. Là. Mais tu sais, c'est de savoir s'adapter dans chaque pays pour pouvoir faire que ça soit legit. Là. All right, man. Le gros move de carrière que tu as fait après ce qu'on vient comme d'énoncer là, c'est chez Robotique, Ouais. qui est une compagnie à Québec. Fait que j'imagine que Exact. c'est pendant ou après ta maîtrise. C'est Juste ça? après un maîtrise. Juste après ta maîtrise, qui était à l'Université Laval. Exact. Robotique, mettons, décris un peu c'est quoi. Moi, je connais du monde qui ont déjà travaillé là, mais comme. OK, j'essaie de moi décrire c'est quoi. Ouais. Robotique, là, j'espère que le monde n'écoute pas. Robotique conçoivent et produisent et commercialisent des bras robotiques qui sont vendus à des manufacturiers ou des usines qui ont besoin d'une précision dans leur ingénierie ou dans leur chaîne de production qui ne peut que venir qu'avec des bras robotiques. Il y a ça. Combien sur 10, mettons, ça? C'est très proche. Le use case final, c'est juste le point que je rectifierai. OK. Le but de robotique puis la mission, là, c'est de libérer les mains humaines des tâches répétitives. Libérer les mains humaines des tâches répétitives. OK. Fait que c'est pas nécessairement sur la précision ou pas juste sur la précision que robotique va se différencier. C'est aussi sur, mettons, des applications de palettisation. Tu sais, faire des palettes, là, Ouais. dans C'est juste des- répétitif. c'est répétitif. Tu sais, c'est tough de trouver de la main-d'œuvre pour faire ça. Les gens se blessent en le faisant. Puis, c'est pas une tâche à valeur ajoutée. Fait que prendre ton employé qui fait de la palettisation, l'amener ailleurs dans le business, puis mettre un robot qui fait ça H24, 7 jours sur 7, c'est la valeur ajoutée de ce que robotique fait. Intéressant. Fait que toi, tu rentres là, puis c'est quoi, genre, ton mandat, ton titre? Je pense que t'en as comme 2 rôles, là. Ouais, je suis rentré en tant que Inside Sales. OK. Fait que Inside Sales Representative, Ça veut dire quoi, ça? c'est un rôle d'entrée. Tu fais, basically, le triage des leads. Il y avait une grosse machine marketing inbound De inbound, ouais. chez Robotique. Fait que T'étais-tu là pendant que Guillaume Robert était là? Guillaume, Non. le directeur marketing. C'est Robert, Non. je pense. hein? Ouais, il était avant moi. OK, c'est bon, excuse. Fait que c'est ça, je m'occupais des leads. Fait que tu sais, ça fonctionne à travers un réseau de distributeurs aussi, Robotique. OK. Parce que ça prend des distributeurs locaux partout sur la planète pour vendre le robot et l'installer sur place. C'est Robotique fabrique Ouais. des accessoires qui vont sur les bras robotisés. Donc, c'est pas tout ok. le bras qui est fabriqué Moi, je par, pensais que c'était par tout Robotique. là-bas. Tout le monde pense que c'est ça. Puis d'ailleurs, c'était ça la joke parce que on était meilleurs vendeurs des robots que les vendeurs de robots eux-mêmes parce qu'eux, ils vendent un robot nu, entre guillemets. Là. OK. Puis nous, on vend une application pour pouvoir vendre ce qui va dessus. Huh. Intéressant. Fait que là, toi, tu rentres là, tu fais ce rôle de vente junior-là pendant un bout. Y a-tu, genre, des challenges importants ou des apprentissages de vente en tech que tu as vécu que tu penses qu'il valent la peine de partager? Genre? Ben, Robotique, c'était mon école première de vente à travers la distribution. Puis de vente en général, de vraies écoles Ouais. de structure, mettons, des étapes, des processus de vente, puis comment ça se découle concrètement. Ce que je me rappelle le plus de chez Robotique, puis l'expérience qui m'a suivi, puis que je vois en ce moment aussi avec, mettons, les personnes juniors que tu fais rentrer. je ferai, c'est ça, c'est l'aspect de l'humilité. Je me rappelle, il y avait un mentor que j'avais, c'était pas mon boss, mais c'était mon mentor, un peu le partenaire avec qui on travaillait le territoire ensemble. Tu sais, ça faisait un genre de 6 mois que j'étais là, puis tu sais, ça roulait mes affaires, là, puis j'avais une bonne relation avec le distributeur, puis on avait closé un bon trimestre. Puis là, je commençais à devenir coquille un peu. Là, tu sais, ça te monte à la tête, cette confiance-là des ventes. Puis il me dit, c'était humble, reste humble, man. Faut que tu sois conscient de ça. Puis, ça m'a tellement rattrapé vite. La semaine d'après, là, j'ai fait une erreur. Puis, tu sais, on fait toujours, là, mais j'ai fait tellement une erreur monstrueuse que il avait raison, monsieur. Là. Puis depuis ce temps-là, tu sais, c'est une leçon que j'ai apprise puis que je partage aussi de rester humble.
dans les réussites et dans les... Parce que là, ton titre, je sais même pas si on l'a mentionné, ton Ouais. titre, dans le fond. Je vais l'avoir mentionné en intro, là, c'est directeur Le directeur des ventes des chez Kimobi. ventes chez Kimobi. Fait que toi, des kids ou des plus juniors, mettons, qui rentrent dans ton... avec ce bravado-là, peut-être, tu t'en vas passer, mettons. Ouais, puis c'est surtout... C'est pas en commençant que tu l'obtiens, ça. Parce qu'en commençant, c'est tough, là. Le premier cold call que tu fais, là... D'ailleurs, le 100 millième cold call, t'as toujours la petite anxiété, la petite pression, le petit stress qui embarque avant que la personne décroche. Là. Tout le temps, ça change jamais. Sauf que, à un moment donné, tu pognes un certain pace, tu deviens un peu plus confortable, puis c'est là que cette cockiness-là embarque. Peut embarquer. Ouais. C'est là qu'elle peut sneak in. OK. Cool. Fait que ça, c'est une leçon de chez Robotique. Ouais. Anything else, tu sais, genre, travailler avec des distributeurs, qu'est-ce que ça veut dire, ça, en langage du commun des mortels? C'est que, genre, tu vends pas à un utilisateur final, tu vends à des gens qui vont vendre ton produit, genre? Exactement. Fait que ça, tu sais, après, chez Robotique, je me suis ramassé à gérer tout le territoire canadien. OK. Puis, c'était un défi, même de le pitcher à l'interne, de gérer le Canada, parce que Robotique, autant c'est un fleuron québécois, puis un fleuron canadien de la robotique partout sur la planète. Là. C'est vraiment peu connu, mais l'expertise puis la connaissance de robotique est vraiment partout à l'international. Puis justement, ça fait que Robotique ne vend que 5% de son chiffre d'affaires au Canada. Là. OK, je savais pas ça. Oh, c'est dommage aussi parce que ça montre que nos entreprises canadiennes et québécoises ne s'automatisent pas au rythme que les autres nations le font. C'est un autre sujet. Mais ce que j'ai appris à travers ça, c'est que tu sais, un distributeur, il ne distribue pas juste ton produit à toi. Mm-hmm. Fait que oui, tu dois trouver le distributeur, tu dois le former, tu dois le motiver, le coacher, mais tu dois surtout te battre pour le mindshare. Ils vont avoir 70, 80 produits qu'ils distribuent. Tu dois être celui qui va être sur le terrain, à l'aider à closer des deals pour qu'il te voit aussi aller avec ton pitch de connaissance du produit et qu'il puisse répliquer ça et partager la bonne recette par la suite, closer des deals sans que tu sois intervenu. Ça veut dire que pour être successful avec la vente par distributeur, il faut que tu créer une relation avec le distributeur, mais aussi que des fois, tu aies de la proximité avec lui carrément dans des deals, là, genre peut-être aller visiter une shop avec lui pour vendre ou qu'il soit sur le même call de vente que toi. Exact. C'est un peu ça, genre? Ouais, puis de leur amener des leads aussi. Tu sais, Robotique avec la machine inbound qu'il y avait là. Tu sais, tu lui amènes des leads. Lui, il rentre dans une place, il connaît une nouvelle personne avec qui il va pouvoir échanger sur le long terme, puis vendre plusieurs projets, puis tu sais, devenir une référence. Là. Fait que ça devient précieux. Là. Y avait-tu une composante software, logiciel chez Robotique aussi? Fait parce que j'essaie de voir si c'est là que tu as dû aussi apprendre à décoder un peu la valeur du code puis comment la vendre, mettons. Fait qu'il y en avait un peu. Il y en avait un peu. Au niveau des outils de programmation. Ouais. Parce que Robotique voulait amener des composantes plug and play qui vont être faciles à utiliser par des personnes en usine sans nécessairement avoir un background en robotique, sans que tu aies à coder pour programmer le robot. OK, intéressant. Avec des interfaces visuelles et tout. Il y avait aussi un outil SaaS que Robotique avait développé à un moment donné pour faire la mesure de l'efficacité des robots. Puis c'était trop early sur le marché. Fait que ça avait... vous essayiez de le vendre, puis c'était tough à... Ben c'est ça, on vendait hardware, software en même temps. On mesurait juste l'efficacité de ce robot-là versus tout ce qui se fait en IoT en ce moment où toute ton usine est en train d'être mesurée, puis l'information est centralisée, fait que tu peux faire plus de data à travers ça. J'étais un peu trop early stage, je pense, au niveau du développement de ce produit-là. Mais c'est quand même ingénieux d'y avoir pensé en 2015-2016. Fait que toi, à la base, t'es pas un programmeur, t'as pas nécessairement de skills hardcore techniques d'ingénierie ou quoi que ce soit. Fait que comment tu faisais pour apprendre ce que tu avais à apprendre, même si c'était pas ton langage premier, mettons, nécessairement le hardware tech ou le software? C'est de me cultiver moi-même puis de poser des questions. Tu sais, à travers... chez Robotique, on avait des application engineers. Ouais. Fait que, tu sais,
dans les projets un peu plus complexes, c'est sûr que tu vas vouloir avoir quelqu'un avec toi pour valider l'efficacité ou la faisabilité même du projet techniquement. OK. Sauf qu'au fur et à mesure des années, tu apprends un peu les patterns, puis tu t'en viens même à challenger, toi, l'ingénieur, pour dire « Oh, mais là, les gars, vous me dites que ça se fait pas, mais mettons-le qu'on fait ça, puis ça à la place. Ouais, ça pourrait se faire. » Tu sais, là, l'aspect commercial embarque parce que toi, tu veux que ça se fasse. Fait c'est là que tu rentres un peu dans une game de... C'est vraiment une intéressante tension. Puis on le voyait un peu chez Douda. Puis ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que genre, mettons qu'il y a du monde qui écoute puis qui sont comme, je pense que j'ai le goût de faire de la vente. Mettons, ils font de la vente dans d'autres choses. Ou là, ils sont en train de se dire, je veux commencer à faire de la vente en tech. Ben, une chose à savoir, c'est que dans plusieurs compagnies, il va y avoir, mettons, ce qu'on appelle un espèce de sales engineer ou là, tu avais dit application engineer. Fait que tu as des gens souvent qui vont l'avoir, le background très technique, puis qui vont pouvoir être l'espèce de firepower plus technique dans des deals, genre te supporter techniquement. Puis chez Douda, on l'avait beaucoup, ça. Ah oui, OK. Puis c'était intéressant de voir ces profils-là, parce que c'était comme des... C'était des programmeurs, mettons, à la base. Tu sais, il y en avait que c'était des geeks, des trippers qui allaient encore coder le week-end, mettons. Mais il y avait vraiment un souci de... Comment dire? Genre, de relations personnelles, de voir du monde, de genre pitcher des... Tu sais, il y avait comme communication puis code qui étaient comme ensemble. Fait que c'était intéressant. Mais c'est un profil, tu sais, très hein? underrated. Parce que pour avoir les deux skills ensemble puis être excellent là-dedans, c'est très dur. Là. Souvent, ça va être des personnes techniques qui vont trop parler aussi dans les meetings. Fait que, tu sais, moi, c'est mes premières étapes à apprendre à coacher quelqu'un. C'est la préparation d'un appel avec un software engineer ou un application engineer. OK. Parce qu'avant de rentrer dans l'appel, tu dis, OK, voici le scope de ce qu'on veut faire. Ouais. Voici le cadre d'où est-ce que je veux que tu interviennes. Puis où est-ce que je veux que tu t'arrêtes aussi. Ouais. Pour pas que la personne parte sur un monologue, puis là, mettons dans du overselling, tu sais. Ça, c'est un danger aussi. Tu rentres dans... Non, on doit faire ça, puis on peut faire ça, puis le client voit ça trop gros après, puis le projet ne se fait pas. Fait que les compétences techniques d'un ou une sales engineer, c'est à double tranchant dans un appel de vente, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que oui, ça peut aller nourrir puis amener la crédibilité ou rassurer les ingénieurs de l'autre côté qui disent, ben là, ça va s'intégrer quand même avec notre système ou whatever. Mais si, après ça, tu laisses cette personne-là déborder dans ton rôle de vendeur puis de closer, ça se peut que ça te mette des bâtons dans les roues, mettons. 100%. OK, c'est bon. Puis, robotique, super belle compagnie. J'imagine que tu as appris un paquet d'affaires là, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu dis, moi, je vais aller chez Kimobi. Comment Kimobi arrive dans ton esprit, genre? Ben, je connaissais Kimobi à travers un ami qui avait travaillé là dans le temps. Ah, OK. Puis, il y avait la COVID qui est arrivée entre-temps aussi. Puis, tu sais, je te parlais d'une situation où j'allais sur le terrain beaucoup, j'allais voir les distributeurs, je les motivais sur place. Puis ça a fini qu'avec la COVID, je ne pouvais plus faire ça. Là, je travaillais de chez moi, fait que l'impact était beaucoup moins élevé de ce que j'étais capable de faire. J'avais moins de contrôle par rapport à ça. Puis en même temps, Kimobi m'a amené cette opportunité-là. Ils ont cru en moi de dire « Hey, nous, on cherche un directeur des ventes qui, pour la première fois, va être un directeur des ventes exclusivement directeur, exclusivement manager, qui ne va pas avoir un quota de vente personnel. » Est-ce que, Tam, dans différentes compagnies, là où mettons, une directrice des ventes une personne directrice des ventes va souvent avoir un quota d'appels ou de leads à closer plus la gestion du monde? Il y a plusieurs... Ça dépend? Il y a plusieurs écoles de pensée là-dessus. OK. Moi, personnellement, je pense que c'est une erreur vraiment grave de faire ça. Parce que ça fait que le gestionnaire ou la gestionnaire vient en compétition avec son équipe. C'est comme si le coach jouait sur le terrain un peu. Exactement. OK. Fait que là, tu sais, imagine des conflits au niveau de la gestion des leads, au niveau de... Tu sais, t'as des commis. T'as un quota à closer, toi. Fait que tu vas pas coacher ton monde autant que si t'en avais pas puis que ton moyen d'atteindre ton quota, c'était à travers eux. Gotcha. Ouais, intéressant. Puis, mettons, je fais l'avocat du diable juste pour voir comment tu vas penser à ça, mais est-ce que d'un côté, tu pourrais dire que ça augmente ta crédibilité au niveau des gens que tu manages dans ton équipe de vente qui voient Chris, mon directeur des ventes, il est toujours bien capable d'en closer des ventes. Il le fait encore régulièrement, mettons.
Ben, je le fais encore en étant avec eux, par exemple. Ah, OK. Tu sais, C'est juste que tu owns pas l'opportunité, genre? Exactement. C'est eux qui l'ownent, genre? Exactement. Okay. Je suis pas un DJ de CRM, là, tu sais. Il y en a beaucoup de ça aussi. Un DJ de CRM, Il y a beaucoup de sales managers que c'est juste sors-moi le report, puis as-tu rentré tes deals, puis refresh, c'est ça, là. Mais... C'est la première fois que j'entends cette expression-là. Je trouve ça excellent. Un DJ de CRM. Mais c'est ça. Moi, je fais beaucoup avec eux dans les meetings, dans les calls, dans les... Tu sais, OK, got it. C'est ma meilleure façon d'avoir de l'impact, de coacher mon membre, puis d'être le hero maker versus le hero. Puis, OK, fait que là, tu vas chez Kimobi parce que, I guess, genre, je sais pas, t'avais une personne que tu connaissais, que tu respectais, qui avait travaillé là, qui t'avait dit des bonnes choses à propos de la compagnie, fait qu'il y a un peu de confiance, mais aussi parce qu'il t'offre une opportunité de comme step up dans ta carrière. Ouais. C'est-à-dire, hey, viens être directeur des ventes et non jouer le rôle de vendeur que tu as déjà joué ailleurs. Mettons. Ouais. C'est mostly pour ça que tu joins? Y a-tu d'autres raisons? C'est mostly pour ça. J'ai de la misère un peu avec le mot step up. Ah, OK, vas-y. Parce que c'est souvent ça la trajectoire que les gens vont vouloir prendre juste parce que c'est la trajectoire hiérarchiquement plébiscitée, là, de dire que tu commences vendeur, puis là tu deviens directeur des ventes, puis après ça tu deviens CRO, whatever. Dans la vente, particulièrement, c'est un des rôles où faut bien se connaître puis apprendre la différence entre ce qu'on veut puis ce qu'on veut faire. Les deux rôles sont totalement différents. Puis c'est pas nécessairement la meilleure chose pour toi de devenir manager juste parce que c'est... Parce que t'étais un top performer puis t'étais bon. Fait que là, la continuation, ça serait ça. Mais il y a le même fourche avec les devs. Avec les devs, ouais, les designers aussi, oui. Man. Genre que dans plusieurs cas, rester un contributeur individuel va être mieux pour ton bonheur, mais aussi pour la compagnie, pour ton performance, que de devenir un gestionnaire. Mettons. 100%. OK. Chris, c'est la première fois que je l'entends même par rapport aux ventes, par exemple. Fait que je comprends pourquoi tu voulais pas nécessairement que j'utilise le mot step up, parce que des fois, pour step up, c'est de continuer dans ce rôle-là. C'est ça. Pour moi, ça l'a été, par exemple. Okay. Ça a bien fité avec ce que je cherche, mes compétences, mes skills, puis ça m'a amené vraiment ailleurs, là, les 3 dernières années que j'ai vécu chez Kimobi. Ça fait 3 ans que t'es là, toi. Fait que là, aujourd'hui, tu t'en gères activement des vendeurs en SaaS. T'en as géré certains qui ont on a du roulement partout. Oui. Là, fait que t'as vu probablement une coupe de tête passer là, genre en vente SaaS. Puis moi, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse. Puis je l'ai découvert via Douda, quand on s'est fait acheter. Puis ça, je pense qu'on en a déjà parlé dans nos lunchs ou whatever, mais il y a vraiment une espèce de... C'est un monde, la vente en SaaS, que moi, qui a été ouvert à ce moment-là, comme je viens de dire, parce qu'avant, je faisais du inbound marketing, content, SEO, écrire un courriel, c'est une question, je parle à personne, je vends rien. Quand le monde voulait me parler, souvent on disait non, tu sais, c'était anti-vente, là, quasiment, genre. C'était comme de l'école de laquelle je venais. Mais quand j'ai vu ça chez Douda, man, puis j'ai vu le monde, c'était des fucking trippers. Je voyais des workshops, des ateliers de genre, hey, comment on va formuler nos outbound emails pour augmenter notre taux de clic? Puis c'était genre, j'avais l'impression quasiment que c'était du fucking creative writing, genre, ou marketing copywriting. Puis je Christ, ça, c'est vraiment hot. Je voyais les quarterly business review. Fait que les gros meetings, que genre, t'avais toute l'équipe de vente, directeur des ventes qui hypait le monde, ceux qui avaient pété les objectifs, c'était genre, il y avait du cheer, genre, puis comme, c'était très compétitif sportif. C'est vraiment quand même hot. J'étais sur des calls parce que moi, j'étais comme product marketer un peu. Fait que je me suis vraiment genre ouvert puis développé un respect, je pense, puis une appréciation de la vente. Avec toute cette énorme préambule-là, comme je fais tout le temps dans ce podcast-là. Qu'est-ce qui fait un bon vendeur en SaaS? Tellement de choses. Puis creusons. Allons-y. C'est que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour le métier de la vente. OK. En général. En général. OK. Puis je trouve que c'est un métier qui a tellement une connotation négative. Puis, tu sais, souvent, quand tu vas penser au stéréotype d'un vendeur, tu vas penser aux vendeurs de chars, aux vendeuses de balayeuses. Puis tu vas être comme les peddlers, puis whatever. C'est toujours le stéréotype qui revient. Pour être un excellent vendeur ou vendeuse, ça prend tellement de qualité, tellement d'intelligence, tellement de skills que moi, j'ai beaucoup d'appréciation pour ce métier-là. OK. Puis, par exemple, une des qualités principales que ça prend, c'est de savoir
écouter, comprendre la réalité d'une personne. OK. C'est un peu On va psychologique. fermer sa boîte un peu. La parfaite analogie de ça, c'est on a une bouche, deux oreilles. Tu dois écouter 66% du temps, parler 34%. Idéalement, le moins tu parles, le mieux c'est. OK. Puis on ne vend pas à quelqu'un, on vend avec quelqu'un. OK. Fait que ça veut dire que t'es de pair dans la solution d'un problème, dans le règlement d'un problème avec la personne qui t'essaie de vendre de quoi? 100%. Je te donne un autre exemple pour illustrer ça. Ouais, vas-y. Tu vas chez le médecin. Ouais. Si tu rentres chez le médecin, là, Hein? tu veux qu'il t'écoute. Ouais, mais pas tout le temps. Ben, c'est ça qui arrive. Tu veux qu'il te pose des questions, qu'il comprenne. Tu sais, si tu arrives avec « Ouais, j'ai mal à la jambe », puis qu'ils te disent « OK, voici ces comprimés, c'est les meilleurs comprimés au monde, tu sais, ils ont été testés, puis tout est kit. » Tu vas pas te sentir écouté, puis tu vas pas penser que la solution convient à ton besoin. Mm-hmm. Versus, s'il t'écoute, s'il prend tes besoins, puis c'est « OK, mais là, tu vas sentir que c'est ta solution à toi. » OK. Fait que là, j'essaie de résumer un peu ce que tu es en train de... Parce qu'il y en a plein des qualités. Celle que tu as mentionnées jusqu'à présent, c'est de l'écoute. Ouais. Puis c'est... comment dire? C'est genre de la prise de besoin. Je sais pas si c'est genre le pire mot générique que je viens de dire, mais d'être capable de genre poser les bonnes questions. Exactement. Écoute, poser les bonnes questions. Il y en a-tu d'autres comme qualités ou... Tu sais, il y en a une que moi, je pense, mettons, genre... la compétitivité, genre de... Ouais. Souvent, ça marche avec la commission, la rémunération de vendeurs, en SaaS ou pas. Mm-hmm. Fait que genre, faut que tu ailles un certain appétit du risque puis un certain niveau de compétitivité pour vouloir être dans cette trajectoire de carrière-là. Tu penses-tu? Ou... 100%. Ça prend de la drive. Puis tu sais... OK, de la drive. La drive peut venir de plusieurs éléments là, au niveau de la motivation Ouais. de quelqu'un. Souvent, on va associer ça à l'argent. Ouais. Tu sais, moi, personnellement, j'ai beaucoup d'associations à l'argent au niveau des commissions puis de ma motivation personnelle. Ouais. Sauf que un des premiers apprentissages que j'ai fait en étant directeur des ventes, c'est justement que c'est pas tout le temps qui est c'est pas tout le monde qui est motivé par la même chose. Il y a des gens qui vont être plus motivés par la reconnaissance dans l'entreprise. Tu parlais des quarterly meetings tantôt, de dire devant tout le monde, tu sais, telle personne a fait ça, a fait tel accomplissement. C'est de célébrer les victoires. Tu sais, chez Kimmobi, on a un gong, on a une cloche, tu sais, on va célébrer les victoires ensemble, tu sais, popper des bouteilles, whatever. Tu sais, c'est nice. C'est plus cet aspect-là qui va driver ces personnes-là versus le fait de... OK. Vous appréciez pareil le chèque de commission, là, mais... Fait que ce que tu me dis, c'est aussi que, mettons, une de tes réalisations ou ta job comme directeur des ventes, c'est de bien comprendre les motivations intrinsèques de ton staff, mettons, ton monde. Est-ce que il y a beaucoup de profils sportifs en vente? Quand même. Genre d'ex-athlètes ou de semi-pro ou de tripeux de... Ouais? OK. J'écoutais le podcast avec ta sœur, justement. Là, tu sais, il y a une bonne analogie à faire là-dedans. Là, ouais, c'est vrai. dans sa gestion de la business, puis comment tu as ramené ça aussi au niveau des solutions technologiques puis des entreprises technologiques. Tu vois le lien direct, là? Ouais. Mais je suis curieux de savoir parce que ceux qui sont vraiment compétitifs, veulent pas, ils vont compétitionner pas juste contre le marché et les acheteurs, ils compétitionnent contre les autres vendeurs à l'interne, right? Fait que, est-ce que toi, tu te dois de genre gager un petit peu le niveau de compétitivité interne pour que ça reste sain, mettons? Comment est-ce que je veux dire? Ouais, ben, c'est de mettre des processus, des règles du jeu, un peu pour que ça reste fair pour tout le monde. C'est pas parfait. On va se dire les vraies choses, c'est pas parfait. Puis je suis le premier à me tromper des fois dans les règles du jeu, puis de dire, OK, tel lead aurait dû aller à telle personne. Ou... OK, ouais. Puis je l'assume, là, je vais m'excuser à un moment, puis comme, hey, next time, c'est toi qui vas avoir le prochain, puis whatever. Mais tu sais, le point important là-dedans, c'est le cultural fit, là. Le fit culturel, que quand tu rentres quelqu'un, tu sais, oui, tu peux rentrer quelqu'un de très productif, sauf que la personne doit jouer les règles du jeu avec toute l'équipe qui est autour. Là. Si tu rentres... le même exemple des développeurs, si tu rentres un 10X développeur qui vient mettre une culture toxique, toute l'équipe... ça nuit à toute l'équipe, même si tu as un bon performant. Je comprends. Fait que là, il y a plein de sujets en vente sur lesquels je veux creuser, en vente SaaS spécifiquement.
Avant, on va se craquer en mitraille, mettons, Let's une go. coupe de définition. Parce qu'il y a des gens qui sont aussi noobs que je l'ai déjà été, qui écoutent, puis je veux les éduquer un minimum. Fait que t'as différents concepts, fait que différents joueurs, différentes métriques, mettons, qui font partie du lingo, du langage commun en vente en SaaS. Je te les lance, puis tu me les définis, genre rapido. Là. Puis le gros disclaimer, c'est tout le monde va définir une métrique ou un acronyme d'une manière un peu différente de compagnie en compagnie, whatever, fâchez-vous dans les commentaires. C'est ça. Pour l'algorithme. Fait que, BDR ou SDR, fait que Business Development Representative ou Sales Development Representative, ça grosso modo, c'est? C'est un rôle d'entrée en vente OK. dans les entreprises SaaS, un rôle où la personne va être en charge du développement de nouvelles opportunités. Donc, c'est les personnes qui vont souvent faire du outbound ou qualifier les deals inbound, les leads inbound, rentrants. Fait ils vont faire des cold calls, ils vont envoyer des emails, ils vont générer l'opportunité. Mais pas la closer. Non, pas la closer. C'est bon. Juste la générer pour que l'account exec. OK, vas-y. Sales exec, account exec, c'est ça. C'est différentes terminologies pour à peu près la même chose. C'est les personnes qui embarquent par la suite pour venir closer le deal, faire la démonstration, faire l'appel de découverte aussi des besoins, faire toute la partie du deal de vente une fois qu'il est concrétisé. Il y a d'autres entreprises qui vont faire le premier appel de découverte des besoins, le premier appel de qualification par les SDR. Ça dépend genre de comment tu t'organises. OK. Sales Engineer, on l'a déjà défini. Un peu, on a assez parlé, je pense. La personne un peu plus technique qui te supporte dans tes deals. Il n'y en a pas tout le temps. Maintenant, chez Kimobi, il n'y en a pas parce que le produit est vraiment simple à expliquer, à démontrer. Fait que c'est les account executives qui vont faire la démo directement avec le client dans des aspects un peu plus techniques. Ouais, puis ils vont en avoir plus. Tu sais, nous autres, chez Douda, mettons, c'était obligé de n'avoir parce que c'était... Souvent, mettons, t'allais avoir des... Douda, c'est un CMS, Content Management System. C'est un produit qui allait être intégré dans un autre produit souvent. Tu sais, fait que les gros deals avec Douda, c'était genre du white label. Fait que t'avais, mettons, un SaaS existant ou une grosse plateforme existante qui voulait offrir la fonctionnalité de créer des sites web dans la grosse plateforme. Fait que là, man, tu sais, genre, faut que tu fasses vivre ces systèmes-là ensemble. Faut pas que le brand apparaisse puis tout ça. Fait que souvent, c'était nécessaire que les programmeurs qui allaient intégrer ça de l'autre côté parlent avec des sales engineers, donc programmeurs-vendeurs de notre bord. Account managers, customer success managers, c'est-tu comme une fois que la... Vas-y. Ouais, ben c'est exactement ça. C'est une fois que la vente est closée. OK. L'erreur que plusieurs compagnies font. En fait, au début, c'est normal que ce soit les mêmes personnes qui font un peu tout. Là. Sauf que si tu mets ton account executive ou ta account executive en charge des clients existants aussi, puis qu'il n'y a pas un gros potentiel de repeat, l'être humain va être plus tenté de focusser sur le maintien des relations puis le entertainment des clients existants par rapport à aller chercher des nouveaux clients. D'où la séparation qui s'est faite dans les SaaS à mettre tout ce qui est réussite client dans un département spécifique où là, la personne, les compagnies puis les account managers vont focuser spécifiquement sur OK, les renewals, s'il y en a, puis aller chercher plus de valeur, plus de feedback, augmenter la valeur du contrat si possible, aller chercher des références, etc. Quand est-ce que... Tu peux parler de tes propres expériences, là, puis j'essaierai de contraster avec ce que je sais, mais quand est-ce que c'est logique ou optimal d'insérer une account manager, mettons, dans le processus de vente? Est-ce que c'est une fois que l'opportunité, elle est closée, le contrat est signé... Hey, maintenant qu'on a tout fait ça, voici la personne qui va s'occuper de toi chez Kimobi ou chez Douda, whatever. C'est-tu à peu près de même la chronologie ou comme la account manager, elle rentre avant la fin du deal ou tu sais? Ben, chez Kimobi, on a encore une autre personne entre les deux qui s'appelle une personne au onboarding, à la formation au déploiement. Donc, c'est même pas les account managers qui vont faire le déploiement. On va prendre quelqu'un qui va être spécialisé dans la formation de ces dealers-là, qui va rouler les premières étapes. Parce que ça aussi, c'est une expertise de rouler la gestion du changement, la formation. Puis une fois que ça c'est fait, tu amènes un ou une account manager qui vient développer le compte puis parler plus stratégique avec la personne. Mais ce que je trouve... Puis là, j'y connais pas grand-chose en vente, fait que pardonne mon ignorance. Ce que je trouve un peu
weird dans ce setup-là, c'est que moi, au départ, la relation, je la construis avec toi. Ouais. Tu sais, toi, tu me vends de quoi, Tam? Je suis comme, j'apprends à te connaître, j'ai une couple de calls avec toi. J'aime ta vibe, je te fais confiance. Je suis comme, ouais, OK, genre, je suis in, genre, je vais payer pour le logiciel, le software. Mais après, sur mon lifetime, mettons, comme client, la vérité, c'est que la majorité de mes interactions avec la compagnie vont être avec cet account manager-là. Ils vont pas être avec l'account exec ou le sales exec, le vendeur du début, mettons. Fait on dirait que je me dis, ça serait pas un selling point qu'à un moment donné dans le deal, on peut se dire, ça, c'est la personne fucking cool, fucking talentueuse qui va te suivre tout le long. By the way, genre, l'espèce de hand-off de... Peut-être ça ajoute trop de complexité aussi, je sais pas, tu sais. Il y a des entreprises qui le font. OK. Je pense à quelques entreprises, mettons Gang, qui ont switché, en fait, de la méthodologie dont je te parlais à une méthodologie où tu vas avoir, sur le plan commercial, la même personne qui va rester sur ton compte, puis avoir quelqu'un de plus technique comme account manager. Okay. Fait c'est un peu plus complexe au niveau de la gestion. Je suis pas très fan de cette méthodologie-là de faire. L'important là-dedans pour remédier à ce problème-là, c'est de faire les bonnes transitions. Ouais. Tu sais, mettons, après la signature, c'est pas juste voici ton onboarder ou ta onboarder, puis on part. Il faut, dans le premier appel, mettons, on assiste. T'es là. Ben oui, t'es là le premier comme appel. vendeur, mettons. Exactement. Puis la même chose entre les onboarders puis les account managers. Ils sont là, puis ils vont dire voici ton account manager. Puis il y a une transition qui se fait aussi. Fait que ça se fait pas froidement par email, mettons. Je comprends. Sweet. On se craint qu'une couple d'autres définitions. C'est quoi un lead versus un prospect versus une opportunité versus une closed opportunity, opportunité fermée, genre, c'est quoi c'était? Un prospect, c'est quelqu'un qui est susceptible d'acheter ton produit, d'avoir un besoin pour ce que tu commercialises. Ouais. Il peut devenir un lead s'il interagit avec ton contenu marketing, ton site web. Si tu le rencontres à un trade show, par exemple, à un centre commercial, tu obtiens ses coordonnées, ça devient un lead. Souvent, ces leads-là, dès qu'il y a une interaction spécifique où on vient avoir une signification à l'interaction, mettons, un lead que tu rencontres dans un salon commercial, c'est un MQL parce que souvent, il va être qualifié selon la définition du département de marketing. MQL, c'est Marketing Qualified Leads. Fait que ça, c'est comme... c'est un peu comme un degré de température, right? Exactement. C'est genre, il est un petit peu chaud. Là. Il y a une possibilité qu'il soit assez chaud. C'est Allez ça. voir plus tard. C'est ça. Puis après, le MQL vient souvent ce qu'on va appeler le SQL, donc Sales Qualified Lead. Parce que là, c'est comme, non, on a checké des choses comme... Laisse-moi essayer de définir la différence entre les deux, puis tu me diras. Okay. Un MQL, ça pourrait être, par exemple, une personne qui a vu un Google Ads, qui a cliqué dessus, qui est arrivé sur une landing page. La landing page dit, hey, notre software fait ça. C'est vraiment fucking cool. Si tu veux une démo, inscris-toi ici. Dans les champs, il y a peut-être genre, hey, quel genre de rôle t'as? Quelle grosseur de compagnie que t'as? Ou quel genre de budget que t'as? Je sais pas à quel point. Mais cette qualification-là, c'est assez fort pour devenir un MQL, right? Absolument. Genre, si, mettons, t'aurais répondu des mauvaises réponses à, mettons, j'ai pas d'argent, j'ai pas de compagnie, puis je suis pas sérieux, ben là, tu serais pas un MQL. Tu ferais genre... Tu serais lead, puis tu vas te faire nurturer, whatever. C'est ça, tu serais ailleurs dans le CRM, I guess. Fait que t'as comme la qualification marketing qui, comme tu dis, vient d'activité marketing plus que d'activité de vente. Ensuite, Sales Qualified Lead, un des exemples de critères ici, ça pourrait être le budget de cette compagnie-là ou de cette personne-là est disponible pour le genre de solution qu'on vend. Non seulement il est disponible, mais il est disponible dans le temps. C'est-à-dire dans les 3 à 6 prochains mois, ils viennent pas de vider, mettons, leur budget corpo ou de nouveaux software ou de procurement, whatever. Puis le degré de décision, right? Cette personne-là a la capacité de prendre des décisions pour dépenser du budget, puis c'est pas juste un gatekeeper de gatekeeper de gatekeeper. Fait que ça, c'est plus comme une manière d'être un SQL, mettons. 100%. Ouais, c'est pas pire. Nailed it. Let's go, man. Nailed it. J'étais un vendeur à ce soir. Cool. Fait que la dernière fois, je vais te demander de dire. Fait que là, on a dit prospect à lead à opportunité. Fait qu'une fois que tu as été comme qualifié, tu deviens une opportunité. C'est ça. Une fois que tu deviens, mettons, tu passes par MQL, SQL, tu deviens une opportunité. Une opportunité, c'est qu'on a un projet réel sur lequel on est en train de travailler. C'est bon. Puis ça, une opportunité, ça peut finir. En fait, quand ça se finit, mettons, on a dit closed opportunity. Puis là, il y a comme un statut binaire que c'est genre. Ben, je sais pas s'il y en a d'autres, là, mais c'est closed one,
closed, lost. T'as gagné ou t'as perdu? T'as gagné ou t'as perdu. C'est ça. Fait que le deal a marché ou le deal a pas marché. Question pour toi. Quand le deal a pas marché, puis que là, tu vas mettre dans ton CRM closed, lost, puis là, tu pleures puis t'es triste, ça veut-tu dire que, genre, à jamais, cette data-là n'ira plus nulle part, ou des fois, ça pogne une espèce de loop de on y reparle l'année prochaine, ou... Ça vient. Il y a tout un processus qui s'enclenche après ça, parce que OK. c'est que lost deal-là sont les éléments les plus précieux que tu as dans ton CRM. C'est les gens qui se sont rendus le plus loin avec toi dans le processus. Tu sais, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça pourrait pas marcher, mais une des raisons principales, c'est un mauvais timing. Ouais. Fait que tu veux t'assurer de les nurture spécifiquement avec du contenu marketing spécifique à eux. Tu sais, tu peux pas leur envoyer le même contenu marketing que tu envoies à quelqu'un qui ne te connaît pas. Ouais. Faut que tu leur envoies vraiment quelque chose de plus spécifique, de plus précis. Faut que tu aies une tâche pour que ta personne, l'account executive, les relance après 3 mois, après 6 mois, whatever, pour entretenir cette relation-là. Puis, il y a des concessionnaires automobiles. Mettons, je prends l'exemple de Kimobi, à qui on a parlé pour la première fois en 2017, puis qu'on a closé l'année dernière. OK, c'est bon. Fait qu'il continue. Il y a des différentes, ce qu'on va appeler souvent les nurture sequences, ou des... Ça, c'est l'action de mettre une petite campagne de stimulation ou de... Pas réchauffement, là, mais de garder une personne comme active puis de rester dans sa tête. Ça peut être genre une série d'SMS, une série de courriels, ça peut être du retargeting en pub, ça peut être un appel, ça peut être plein d'affaires. OK, Superman. Puis là, tantôt, j'ai comme name-droppé le mot, le nom gatekeeper. Ouais. Fait que je veux que tu me définisses c'est quoi un gatekeeper en vente, puis aussi un champion ou une championne. Il y a plusieurs... Ça dépend de l'industrie, évidemment. Là. Pour le cas de Kimobi, ouais. Un gatekeeper, c'est une personne... qui va être, mettons, la réceptionniste. Nous, le persona principal qu'on va essayer à qui on va essayer de parler, c'est les gestionnaires du département de service. C'est comme ça qu'on rentre dans un département, dans une concession en général. Fait que leur titre, ça va être... Service manager. OK, c'est bon. Puis là, concrètement, tu sais, en voulant parler au service manager, tu vas parler à la réceptionniste, ça se peut que tu parles à des aviseurs techniques qui vont gater cette personne-là. Fait qu'il y a plusieurs façons d'essayer d'échapper à ça puis de justement fait que c'est une manière polie de danser autour de genre ouais, idéalement c'est pas à eux autres qu'on veut parler, on veut genre les skipper genre, puis eux leur job c'est un peu de gatekeeper. C'est un peu de gatekeeper puis 100%. Fait que tu sais une des meilleures stratégies c'est de des fois smart avec eux autres. Exactement, de se dire hey pour vrai je voudrais lui parler de ça puis ça puis ça. Hey Sandra, hey Kevin, peux-tu m'aider? Peux-tu te demander une faveur, tu sais? Puis des fois, ça marche. Cool, parfait. Puis champion? Les champions, ça va être les personnes... Mettons le service manager. Ouais. Lui, ça dépend des structures. Des fois, il va être le decision maker. Le plus souvent, il va être un champion à l'interne. C'est pas lui qui va signer à la fin... Sur le chèque. C'est ça. Ça va être maintenant le GM, le general manager ou le propriétaire de la concession qui va signer. C'est bon. Fait que c'est lui, ton decision maker, c'est lui le décideur final. Sauf que si ton champion n'est pas convaincu, ça ne se fera jamais, ce projet-là. Indulge me, question naïve. Pourquoi tu n'essayes pas de bypasser complètement le service manager puis de pogner le GM tout de suite? Parce que, anyway, tu vas devoir lui parler. Puis. C'est lui qui va utiliser ton exactement. Soft. Puis en bénéficier le plus, I guess. C'est ça. Puis tu veux aussi personnaliser ton approche avec le general manager ou avec le dealer principal selon la réalité qu'ils vivent. C'est bon, ouais. Tu peux pas arriver puis pitcher blindly à quelqu'un qui reçoit 50 appels par jour de vente et d'essayer d'avoir son attention sur une solution à son problème spécifique. Là. Puis ça t'arrive-tu que si... J'imagine qu'un deal peut se make or break sur la personne qui devrait être mon champion n'aime pas ma solution ou genre est froide, whatever. Tu sais, des fois, c'est fucké, là. C'est le deal d'un concessionnaire au complet qui pourrait aider genre des dizaines, c'est pas des centaines d'employés, puis qui ferait des dizaines de milliers ou plus de revenus pour Kimobi, que c'est juste sur un genre de champion potentiel que finalement ça marche pas. Ou genre, fait que c'est comme un one-on-one de relationship qui va avoir crissement d'impact, genre. Des fois, c'est encore plus bas que ça. Des users, des fois. T'sais, on va voir des service managers qui vont être les champions. Vouloir amener
faire des champions à l'interne aussi, créer, tu sais, avoir un lead aviseur technique ou whatever qui viendrait chapeauter le projet avec eux aussi au niveau du déploiement. Puis, tu sais, ils nous demandent de faire une démo à cette personne-là. Mais cette personne-là, si elle est résistante au changement, comme, ouais, non, on n'a pas besoin de ça. Puis, on est bien avec ce qu'on fait. Puis, we good. Fait que, non, ça marche pas. Fait que, tu sais, ça prend plusieurs étapes, là, des fois. Là. Puis, ouais, c'est vraiment hot. Fait que la résistance au changement, question pour toi là-dessus, est-ce que c'est mostly changement de software, fait que changer, mettons, de tech, ou c'est mostly adopter de la tech alors qu'on n'en avait pas, right? Fait que, tu sais, tu te bats-tu, je pense que tu m'en avais parlé, tu m'as dit, Frank, souvent, on se bat contre le statu quo, on se bat 100%. Pas contre nécessairement un logiciel ou quelque chose, on se bat contre genre un esti d'entropie puis de rouille qui est là dans le business depuis je sais pas combien de temps. Fait que, c'est-tu plus un que l'autre, mettons? Ou ça dépend, genre? Ça dépend dans quel marché. Mais pour toi, mettons. Le marché américain, mettons pour nous. OK, dans vos marchés, c'est bon. Le marché américain est plus avancé. Puis, tu sais, ça, technologiquement, on le voit souvent, pas juste dans les concessions automobiles. Ouais. On voit que, tu sais, il y a une petite avancée technologique aux États-Unis d'à peu près 2-3 ans par rapport à ce qu'on a. Dans les concessionnaires? Dans toutes les industries. En général. Même dans les manufacturiers, chez Robotique, dans le temps, c'était à peu près la même chose. Il y avait un petit différentiel de 2-3 ans. Dans les solutions mainstream, tu sais, tu vas toujours trouver des leaders qui vont adopter rapidement les nouvelles technologies puis qui vont même des fois dépasser ce qui existe aux États-Unis au niveau des technologies présentes. Sauf qu'il va toujours y avoir comme un petit gap. Fait qu'aux États-Unis, on va souvent se battre plus contre des compétiteurs, contre des solutions existantes. Got it. Au Canada, de plus en plus, on va aller dans cette direction-là, sauf que c'est plus aussi contre le pas de technologie ou whatever. Puis, fait que là, on a comme donné des définitions, on a mentionné certaines métriques, mais y a-tu des, tu sais, les classiques KPIs, là, Key Performance Indicators, ou je sais pas comment vous le formez chez Kimobi, mettons, des fois le monde va dire Observable Key Results, des OKRs, whatever. Mais toi, le Tam, dans ta réalité de directeur des ventes, y a-tu des métriques spécifiques, des KPIs spécifiques que tu suis? Puis pourquoi? Il y en a beaucoup. Justement, c'est pour revenir à la joke de CRM DJ, c'est que tu peux te perdre rapidement dans l'analyse des métriques puis l'analyse de tout ce qui se passe au niveau des activités puis au niveau de tu sais, combien de telle personne a fait d'appels aujourd'hui, combien de meetings on a fait. Tout. Le plus important, c'est de commencer par le outcome. C'est de dire, OK, combien de revenus on a généré, combien de nouvelles opportunités on a générées, c'est quoi nos closing ratios en ce moment. OK. Tu commences à la fin, là. Tu commences à la fin, puis tu reviens. Puis, tu sais, mettons, mes one-on-one que je fais avec mon équipe, mais les one-on-one d'accountability, c'est results. On est où par rapport à où est-ce qu'on devrait être dans le mois? Un petit peu de forecast, dans le sens... OK. Ça va-tu? Ça va pas bien? C'est où qu'on s'enligne? Si ces deux-là vont bien, là, on ne check même pas l'activité. Ah ouais. Si ça va mal, si les deux vont mal, là on va être comme... Là, parce que ça marche pas, là. C'est qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on a fait pour arriver là, puis qu'est-ce qu'on doit faire pour corriger ça. Je vais faire l'avocat du diable encore. Quand ça va bien, c'est drôle, je révisais le pod avec Rodolphe Barrère de Potluck qui va sortir bientôt, puis il me disait, mes meilleurs execs puis mes meilleurs managers, c'est ceux qui sont... non seulement qui ont le réflexe de zoom out puis de gérer à 10 000 pieds, mais que quand le besoin vient, ils sont capables de double-cliquer, zoom in, puis aller dans le vraiment précis des opérations, le vraiment granulaire pour trouver le bobo, il est où. Ouais. Tu pourrais-tu faire l'argument que quand ça va bien, puis que genre les objectifs du tiers sont atteints, puis que le forecast est beau, puis que tout le monde est content, ça pourrait aller encore mieux, esti, puis que tu devrais, mettons, zoom in, puis aller voir... Ah, mais tu sais, voici ça, mettons, je sais pas, le temps que ça te prend avant d'appeler un lead, c'est pas assez au... C'est de l'over-optimisation. Comment tu réagis à ce que je viens de dire, mettons? Non, puis c'est un peu une façon de motiver les personnes avec lesquelles tu travailles. On a des personnes compétitives qui sont motivées par des commissions croissantes. Tu sais, il y a une structure de bonus aussi, de multiplicateur une fois que tu dépasses ton objectif. Okay. Fait que ça fait que la personne, en atteignant son objectif, veut encore plus
le dépasser, puis être meilleur, puis aller creuser, puis s'améliorer. OK. Fait que c'est comme si cette chose-là allait se faire comme d'elle-même, quasiment. Ouais, OK. Avec le système, là, tu crées un système qui favorise l'overperformance. L'overperformance. C'est quoi votre CRM pour le fun? HubSpot, nous autres. Sur HubSpot? Est-ce que c'est ça que tu avais avant aussi, mettons, Ouais. chez Robotique? Fait que ça, tu dois commencer à le connaître de fond en Un comble. petit peu. OK. J'ai le goût que tu me parles. Tu sais, on a comme mentionné évidemment que vous vendiez à des équipes de services puis des concessionnaires dans le marché nord-américain, etc. Mais genre, côté tech, tu as mentionné aussi que c'était plus avancé aux États-Unis qu'au Canada. Côté tech, c'est-tu un milieu très compétitif? Genre, tu sais, vous battez-vous contre 50 solutions ou contre genre 2-3? Donne-moi un feel du marché par rapport à, comment t'appellerais ça, du auto-SaaS ou c'est pas du auto-tech? Je sais pas comment. Ouais. C'est un marché qui commence de plus en plus à devenir compétitif. C'est un marché qui était vraiment plus en arrière des autres marchés, technologiquement parlant, là, dans le sens que, tu sais, on s'entend qu'un rappel de rendez-vous par texto, ton dentiste t'envoie ça depuis 5-8 ans. Là. Ouais. Il y a des concessionnaires, oui, mais il y a des concessionnaires qui le font juste là, qui commencent à le faire en 2024. Oh ouais. Fait que c'est une industrie qui se modernise lentement, mais en même temps, au niveau de mes compétiteurs, il y en a quand même pas mal. Puis c'est ça qui pousse Kimobi à innover toujours, puis à essayer d'aller chercher le maximum d'éléments dans la chaîne d'engagement client pour justement se tailler une place à travers tous les autres compétiteurs qui font juste, mettons, je sais pas moi, des rappels de rendez-vous ou du texting basique versus des photos, des vidéos, whatever. Fait que t'as-tu le classique genre le pendulum qui swing du côté dans ton paysage compétitif en tech de concessionnaire? Tu disais que t'as des SaaS que c'est des petits. C'est quasiment une feature, basically. Ils font juste des rappels, mettons. Fait que tu vas te battre sur un feature à feature avec eux autres, mais toi, tu vas dire, ah non, mais nous, on fait plus que ça. Mais de l'autre côté du pendulum, t'en as qui font tout, sûrement. Fait qu'ils vont dire, pas juste le service puis les communications, on va faire, je sais pas, moi, ton billing de A à Z, ton embauche, ta paye, tout, tu sais, qui vont essayer de s'implanter au complet. Comme Fait que t'en as-tu des de même, des comme plus gros, genre? Il y a de tout, mais en fait, je te parlais tantôt qu'on s'intégrait à un système à l'interne. C'est ça, souvent. Mais le système à l'interne, là, souvent, il va avoir une fonctionnalité basique de communication avec les clients. Ouais. Fait que ça en fait notre partenaire et notre compétiteur en même temps. Ouais, c'est fucked up, ça, quand même. Fait que c'est là que tu dois comprendre ta réalité du marché, comprendre l'utilisation que ton client fait avec ce produit-là spécifiquement pour pouvoir justifier ta valeur puis pourquoi ils devraient quand même t'utiliser, même s'ils ont une feature qui fait la même chose. Mais ces systèmes plus global, là, dans lesquels vous allez vous intégrer, est-ce qu'ils vous voient d'un mauvais œil un petit peu? Non, parce qu'ils font de l'argent grâce à nous. Ils nous chargent des frais d'intégration. Évidemment. Puis, tu sais, ils savent qu'ils peuvent pas tout faire non plus. Ouais. Quand tu essaies de tout faire, tu fais rien médiocre un peu, ouais. C'est ça. Moyen. Ils essaient de plus en plus de centraliser, puis de white labeler, puis de ramener ça à l'interne. Sauf que c'est des grosses machines, fait que c'est plus difficile à bouger puis à accélérer. Puis les compagnies contre lesquelles tu te bats, est-ce qu'elles sont principalement nord-américaines? Est-ce qu'elles sont principalement financées ou bootstrapped? Est-ce qu'elles sont grosses comme Kimobi ou plus grosses? Tu sais, donne-moi un sens de ça. Ouais. Il y a de tout. Il y a des compagnies, c'est souvent nord-américains. Il n'y en a pas tant que ça, des Européens, mettons. Tu sais, il y a le même marché à peu près en Europe qui est géré par des Européens, dans des compagnies européennes, dans des concessions européennes. Ici, c'est vraiment nord-américain. C'est des joueurs américains, canadiens qui jouent un peu dans les plates-bandes. OK. Fait que vous autres, vous êtes des bootstrappers hardcore depuis, mais il y en a qui vont être financés, mettons. Exactement. OK. C'est bon. Peux-tu me parler du pricing model? Ouais. Genre, combien ça coûte, comment tu charges tes trucs, puis c'est sûr que ça va affecter comment tu vends après. Fait. 100%. Ouais. Ben, c'est des packages par besoin, un peu par outcome qu'on va remplir chez le client. Genre? On a 3 packages. Un package, mettons, qui fait juste la communication basique. Un package qui va
t'amener plus de clients, fait qu'un package de croissance un peu, qui va, mettons, te permettre de faire des campagnes marketing. OK. De dire, par exemple, vous êtes touché par un rappel de sécurité, puis d'envoyer ça à toutes les personnes qui sont touchées par un rappel de sécurité de façon efficace pour les ramener au dealership pour effectuer ce rappel-là. Fait que ça, cet aspect-là est plus croissance, fait que c'est le deuxième package. Puis le troisième package est plus enterprise, où là, on va aller chercher une meilleure intégration, une plus grande intégration, même avec le département des ventes, automatiser plusieurs opérations dans le département des ventes, pas juste au service, puis on vient grossir aussi au niveau de l'utilisation. Qu'est-ce qui est public comme chiffre que tu... Y en a-tu des chiffres publics que tu peux me donner? Oh, tout ça, c'est public sur notre Okay, site ça web. coûte à peu près combien, genre? À peu près, notre average deal size est aux environs de 1 000 $ par mois. 1 000 $ par mois, average deal size. Le plan A, le moins cher, c'est quoi? Ça varie entre 700-800 $, OK. à peu près. Puis ça se rend jusqu'à quoi, mettons? 1500, 1800. OK. Les deals enterprise, ça peut être plus que ça, mettons. Ouais, ça peut monter encore plus que ça. Puis y a-tu une majorité de votre revenu qui vient de deal enterprise ou c'est pas mal bien distribué à travers les plans puis le deal size? La grosse majorité, c'est le deuxième bracket, là. Ouais. Tu sais, là, on peut partir sur un atelier de pricing parce que c'est quelque chose qu'on a changé à plusieurs reprises chez Kimobi. Ouais. Puis justement, tu sais, le plan Enterprise, il y a longtemps, était juste un decoy, entre guillemets, pour mettre un plafond qui fait paraître le deuxième package comme plus abordable. Absolument. C'est du design de menu. C'est ça. C'est récemment qu'on a changé ça pour ajouter de la valeur à ce plan-là. Nice. C'est que c'est là qu'on commence à avoir des clients qui le prennent. C'est cool. Tu participes-tu à ça, mettons, les activités de design, d'expérimentation, de pricing? 100%. T'aimes C'est ça? ça. Là. On est une petite compagnie chez Kimobi, fait que, on fait tout. C'est fun, hein? Les sales ops, les rev ops, la vente, le coaching. C'est très hands-on. Puis c'est une belle culture aussi de break things, move fast. Essayer des choses, puis hey, ça marche pas, là, essayons des choses. Puis tu connais Alex, là, il est très, beaucoup dans justement dans l'essai, dans l'activité, dans l'action. Ouais, absolument. Ça, moi, personnellement, ça m'a beaucoup appris. Là. Ouais, c'est hot. Ouais. Ça me fait... Ben là, ça commence à changer parce que j'ai une employée, mais tu sais, une première employée, mais genre d'avoir une équipe, là, puis de pouvoir faire des projets de même ensemble, puis tout, là, puis de se péter la gueule, puis d'apprendre ensemble, c'est vraiment, vraiment le fun. OK, fait je pense qu'on creusera pas plus dans le pricing que ça. On a une bonne idée assez. Côté acquisition de clients. Fait que tu sais, t'as des équipes de vente qui vont avoir 1, 2 ou 3 réalités, puis tu me dis si t'as l'impression que je me trompe. Une réalité va être hey, la gang, allez chercher vos propres leads, right? Fait que vous allez avoir des BDR, SDR quelconques qui vont acheter des listes de clients ou de prospects. Ils vont soit les créer, ces listes-là, en faisant du scraping, whatever it is. Puis ils vont cold emailer, cold caller du monde, qualifier des opportunités, puis les passer ensuite au sales, account exec, peu importe. Fait que ça, c'est vraiment outbound focused. T'as une autre réalité qui est très inbound focused. Ou est-ce que tu vas avoir une équipe de marketing qui joue un petit peu de pair avec l'équipe de vente qui va dire nous, on va faire du contenu marketing, du SEO, de la pub sociale, de la pub sur Google, peu importe c'est quoi, de la pub podcast. Puis on va générer des leads que nous, ensuite, on va passer à l'équipe de vente, closer ces leads-là. Puis j'imagine qu'il y a une troisième réalité qui souvent que c'est un mix des deux. Où est-ce que Kimobi se positionne? C'est un mix des deux. Beaucoup plus au niveau du outbound, par exemple. On est à genre 90% outbound, 10% inbound. Quand même. C'est une grosse machine de outbound, ce qu'on est en train de faire chez Kimobi. Puis comment ça marche? Tu peux m'en parler un peu? C'est des cold calls. On appelle tous les concessionnaires. C'est comme pas tous les concessionnaires, justement. On a fait beaucoup de raffinage puis beaucoup d'hypothèses dans c'est quoi notre ICP. Là. Oui, c'est des concessionnaires. Customer profile. C'est quoi oui, c'est des concessionnaires automobiles, mais des concessionnaires automobiles, il y en a des milliers. Là, il y en a 16 000 aux États-Unis, il y en a 3 000 au Canada, après quasiment 4 000. C'est lesquels là-dedans qu'on appelle, c'est quel brand, c'est quel manufacturier, c'est quelle taille. Fait que c'est de la préqualification un peu? Ouais, c'est ça, c'est d'orienter tes efforts vers où est-ce que tu penses que tu vas avoir le meilleur résultat. Comment tu fais ça? Avec des hypothèses. Beaucoup, on a
au fil des 3 dernières années, on a fait beaucoup d'hypothèses trimestrielles. Maintenant, on commence avec le trimestre avec, OK, nous, maintenant, surtout aux États-Unis, parce que c'était un marché un peu plus inconnu pour nous au début, on va essayer d'appeler une centaine, 300 dealers qu'on donne à l'équipe. C'est ça notre focus. On les a sélectionnés parce qu'il y a les raisons A, B, C, D. Puis on teste à la fin de ce trimestre-là, est-ce que ça a marché, est-ce que ça n'a pas marché. C'est bon. Fait que tu runs des expérimentations, là, des sessions de test un peu. Puis de plus en plus, tu arrives à quelque chose, OK, ça n'a pas marché, tels états, ça ne marche pas, telle taille de dealership, ça ne marche pas, telle taille de groupe automobile, ça ne marche pas. Ah, ça a marché. Fait que, tu sais, c'est bon. Fait que tes hypothèses, dans le fond, c'est probablement une segmentation ou des critères que tu dis. Voici l'histoire que je pense qui peut être vraie. Voici un échantillon de liste de prospects, mettons, qui répond aux critères qu'il y a dans cette histoire-là. On les essaye, puis... On va les retrouver. OK. Appeler du monde au téléphone, man, savais-tu que j'avais déjà travaillé comme agent de prospection à l'Industriel Alliance? No way! Ah, Ça fait ça combien de temps? J'ai fait ça genre... pour vrai, là, c'était une job fucking legit pour un étudiant de cégep de genre 19-20 ans. Mm-hmm. J'ai fait ça pendant, je pense, 2 ans. Ou en tout cas, plus qu'un an. Puis nous, on avait un générateur d'appels qui... T'étais assis à ton bureau de même, là, puis c'est ding! Tu disais bonjour, François National, Industriel Alliance, Assurance Auto Habitation. Tu sais, on dirait, je me rappelle déjà le script, man, le petit script. Puis, man, que je trouvais ça tough, man. Je dérangeais du monde. Moi, c'était B2C aussi. Là, fait que, tu sais, c'est comme... Encore plus tough. Coursé, je pense. Fait que le petit stress, la petite anxiété, le je ne veux pas déranger, le genre... la nature interruptive d'un cold call. Comment tu overcomes ça? Genre, tu sais, peux-tu me parler un peu de ça? Comment tu t'aides tes jeunes vendeurs qui rentrent à nailer ça, puis comme pas avoir peur? Ou ils ont déjà pas peur? Oh, ils ont super peur. Je te l'ai dit, tu as toujours peur. Ça n'arrête jamais. Là. Tu me demandes de faire un cold call là, je vais le faire, puis je vais avoir une boule au ventre avant de le faire, pareil. Sauf que la solution avec ça, c'est de se concentrer sur l'outcome. OK. C'est de dire, OK, là, j'appelle une personne, puis je veux avoir une conversation. Puis s'il y a un fit, puis que je peux aider cette personne-là, moi, je vais être content. Elle va être contente. La compagnie va être contente. Tout le monde est heureux. Au lieu de se concentrer sur l'inconfort, l'insécurité, le petit conflit, genre. C'est ça. OK. Imagine si j'avais préparé de quoi, puis j'avais dit écoute, ta mère, on a justement une liste de 3 concessionnaires, appelle-les, puis on close un lead sur ça se passe. Ça serait malade. Ah ouais. Non, on fera pas ça. OK. Puis, de façon générale, est-ce que les leads qui rentrent dans l'équipe de marketing versus ceux qui rentrent de l'équipe de vente, ceux qui font de la prospection, est-ce qu'ils ont une teneur très différente? Est-ce qu'ils sont de la même qualité? Est-ce qu'ils sont... Tu sais, il y a beaucoup cette relation-là. Là, tu m'amènes, je vois le territoire où est-ce que tu m'amènes en ce moment. Là. C'est sûr que le abc@xyz.com comme lead, il est moins pertinent qu'un lead que tu amènes avec du outbound. Sauf que, tu sais, ça reste que pareil. Les plus gros leads, en fait, pendant longtemps, les plus gros deals qu'on a eu avec du inbound, avec de la compagnie venaient du inbound. Ah ouais? Parce que souvent, c'est des leads de référence, en fait. OK. C'est du monde qui a entendu parler de nous, qui viennent sur le site web, qui book une démo. Ah, OK. Fait que c'est pas nécessairement... Fait que là, c'est l'attribution pas nécessairement est tough. exactement. Mais ça reste que c'est inbound. Oui, officiellement. Puis ça, c'est les meilleures opportunités pareilles. Là. Ouais. Parce qu'il y a un degré de confiance puis d'intérêt qui est comme déjà là. Bâti, là. OK. Inbound, outbound, c'est beau. J'en ai parlé. Je suis curieux de voir s'il n'y a pas, mettons, des stratégies ou des tactiques que tu as abandonnées. Fait que pas ce qui marche, mais ce qui n'a pas marché, puis pour toi. Ouais. Pour toi, pour Kimobi, whatever. Genre. Ben, une des plus grandes transitions qu'on a faites chez Kimobi, c'est que quand j'ai commencé là, il y a 3 ans, on avait juste des account execs qui faisaient le full sales cycle.
Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'ils faisaient la job des SDR et leur job de account exec. Ils s'occupaient de la génération des opportunités, des rencontres de discovery, des démos, de la négociation et du closing. Puis du upsell aussi après? Ou? Non, mais ça s'arrêtait là. Après, il y a le onboarding qui embarque, puis il y a le bon, customer success. Sauf que ça, c'est très compliqué à dupliquer. OK. Quand tu rentres quelqu'un puis que tu lui demandes d'être bon en prospection, en génération des opportunités, en discovery, en démo, puis dans toute la file, la personne n'arrive jamais, ou arrive très rarement à devenir bonne là-dedans. Mais le fait qu'il y en avait qui étaient bons là-dedans, c'était peut-être une fonction du fait qu'ils étaient là depuis le début, qu'ils connaissaient, qui ont été là longtemps, whatever. Il y avait de l'ancienneté, il y avait certaines conditions qui ont fait que ça marche. Puis tu sais, ça peut marcher, là. Je te dis pas que c'est une recette à abolir, sauf que pour avoir de la croissance, puis avoir de la récurrence, puis recruter beaucoup de personnes, puis on en a recruté beaucoup des personnes dans ce mindset-là, sauf que le ramp-up, il prenait trop de temps, puis ça marchait. Ça finissait toujours par ne pas marcher. Là. Fait que pour scaler un peu plus l'équipe de vente, vous avez pris la décision consciente de séparer la partie prospection, génération d'opportunités, puis closing d'opportunités un peu. Exact. Puis de créer un genre d'académie à l'interne de SDR qui vont apprendre à prospecter, à générer les opportunités, à être là avec les account executives sur les meetings de discovery. Après un certain threshold, devenir eux-mêmes responsables des discovery meetings. Après un certain threshold, c'est des thresholds de résultats. Là. Après combien de meetings que tu as bookés qui se sont présentés, tu te rends à faire les discovery, à faire les démos, puis automatiquement, par après, tu deviens account executive. OK, fait qu'il y a un chemin de je fais de la prospection, je fais de la vente, entre guillemets. Exactement. OK, nice. Comment tu fais pour motiver ton équipe de vente? Genre, t'as-tu de quoi de un peu cringe, là, genre, on fait du fist pumping avec du EDM le matin, ou genre... Non, mais genre, comment je veux dire, genre, tu sais, t'es le directeur des ventes, là, on peut s'imaginer plein d'affaires. Là, les affaires, cringe, moi, je trouve pas... J'aime ça quand même, là, tu sais, mais je t'ai parlé des cloches puis des gangs, puis tout, tu sais, à chaque fois qu'on close un deal, on va sonner une cloche dans le bureau, tu sais, tu dois t'en rappeler au bureau, là, ça fait du bruit, là, fait que tout le bureau... célèbres, même les développeurs célèbres. Ils aiment tout ça, les programmeurs, le gang. Ça fait partie de la culture. Fait qu'à cette heure, c'est correct. C'est part of the game. Tu sais, quand tu es over-target, il va y avoir un gang que tu vas gagner à place que ça sert la cloche. Fait que tout le monde sait que, hey, ça va bien pour telle personne ce mois-ci. Elle vient OK, fait qu'il y a deux types de bruit pour des wins plus petits ou plus gros, genre. Exact. Okay, on a un punch-in bag qui sert à célébrer les défaites. Ah, je pensais que tu allais dire que quand tu réussis pas tes goals, on te met dedans. Non. Pas aussi cringe, par exemple. Fait que là, mettons, tu pars un deal ou un client te fâche, whatever, tu vas te fâcher en 5 minutes, tu vas te varger un peu dans le sac, tu reviens travailler. Fait que tu sais, c'est un peu l'euphorie un peu, ou le genre de loufoquerie des compagnies Texas. Là. Mais c'est hot. Pour revenir à la question sur comment motiver les gens, c'est comme je disais tantôt, c'est d'apprendre à connaître leur motivation. C'est l'élément principal, c'est de comprendre chaque personne dans ton équipe, elle est motivée par quoi. Il va y avoir des personnes qui vont être motivées par justement une évolution de carrière, apprendre tel skill, apprendre à devenir manager ou apprendre à devenir expert, senior account exec, whatever. Faire une palette de cash. Je veux avoir des objectifs. Moi, je veux acheter une nouvelle maison, je veux acheter de l'affaire. Fait que tu relis tout ça à leur objectif personnel. Puis c'est comme ça que tu peux les aider concrètement à atteindre ces objectifs-là. C'est quoi la fréquence de tes one-on-ones puis la fréquence de tes genres de one-to-many avec toute l'équipe maintenant? One-on-one chaque semaine avec chacune des personnes. Puis c'est le meeting le plus important que j'ai dans ma semaine. OK. Je vais en faire un de accountability. OK. Fait que ça, c'est mon meeting à moi. La semaine d'après, on va faire un de coaching, puis ça va être le meeting de la personne. Fait que c'est une semaine de accountability, une semaine de coaching. L'accountability, je t'ai donné la structure d'Onto, results, pipeline, activity. Le coaching, c'est la personne qui amène l'agenda de ce qu'on veut faire, qui prépare, s'ils ont des deals avec lesquels ils ont des problèmes, s'ils veulent parler d'une tactique, d'une technique quelconque, comment dépasser les gatekeepers, comment tel compétiteur, telle objection. Fait que ça, ils amènent
ces points-là sur lesquels on passe en 30 minutes aux Genre, autres. tu roules ta chemise. Puis là, t'es comme, let's go. Puis les one-to-many, c'est on a un meeting de vente mensuel, puis un check-in aux 2 semaines, plus informel, un chat aux 2 semaines. Got it. Quel genre d'informations et d'intelligence vous maintenez ou collectez sur la compétition? Ouais, ça, c'est... on en a pas mal d'informations parce que, tu sais, on parle à beaucoup de dealers, même on les compte colons, tout, on va collecter beaucoup d'informations sur ce qui se fait et ce qui se fait pas. Tu sais, répertorier l'information, c'est vraiment un défi parce que ça change vite aussi, là. Ouais. Tu sais, les compétiteurs vont changer puis les packages vont être différents. C'est là la nuance qu'il faut toujours apporter par rapport à la compétition. C'est pas parce que un concessionnaire en particulier te dit qu'il utilise le compétiteur A puis qu'il fait les features B, C avec, que l'autre concessionnaire qui va utiliser le même compétiteur A va utiliser les mêmes choses. Parce que ça se peut que ça soit pas dans son package, ça se peut qu'il sache même pas qu'il y a ça dans son package puis qu'il l'utilise pas. Ça se peut... Fait que c'est toujours d'aller avec des questions, de l'idée avec des hypothèses, de l'idée avec tel autre concessionnaire m'a dit qu'il vivait le problème, tel problème avec ce compétiteur-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi à place de l'idée avec je sais que tel compétiteur fait pas ça, je sais que ton système, il n'y a pas ce feature-là. Puis d'ailleurs, en parlant de feature, un des éléments qu'on n'a pas mentionné tantôt, c'est que la différence entre un excellent vendeur puis un moyen vendeur, c'est de savoir parler des problèmes de business à place de parler des problèmes de processus. Intéressant. Fait que si tu parles de OK, là, on essaie de se mettre dans une feature comparison, là, puis OK, vous avez des vidéos, eux autres, ils n'en ont pas. OK, eux, ils ont telle affaire. Puis tu perds toujours. On va se battre des fois contre des compagnies américaines. Mais c'est pas parce qu'ils l'ont que c'est meilleur nécessairement, ou c'est pas parce qu'ils l'ont c'est que ça vient régler le problème d'affaires concret du dealer, que son score de satisfaction n'est pas assez élevé ou que sa rétention de clients n'est pas assez bonne. C'est ça le problème d'affaires qu'on veut régler. OK. Fait que c'est de mettre un focus sur le problème d'affaires puis pas les fonctionnalités qui règlent le problème d'affaires. OK. Rapidement, comment tu définirais Sales Enablement et Sales Collateral? Ouais. Dans le fond, le rôle principal d'un directeur des ventes, à mon avis, à moi, c'est de préserver le temps de ses vendeurs. OK. Le plus de temps tes vendeurs vont parler avec des clients, le mieux c'est. Got it. Fait que le Sales Enablement vient essayer d'enlever tous les bloquants puis équiper, outiller les vendeurs avec le maximum d'outils pour qu'ils fassent leur job de la meilleure façon. Un exemple de ça, c'est les case studies, par exemple. C'est qu'à place que ton vendeur ou ta vendeuse passe du temps à chercher dans les comptes des clients existants, des données pour prouver à tel client que telle feature est pertinente pour son use case à lui, tu vas avoir déjà un case study qui est prêt avec cette utilité-là spécifiquement. Tu vas avoir des documents déjà ready pour que ça puisse rouler. Puis ça peut se faire sur tellement d'étapes. Ce qu'on s'est dit tantôt au niveau du processus d'un close lost. Comment gérer tout quand tu perds un deal pour qu'il revienne dans la loupe puis que tu amènes ton représentant ou ta représentante au bon moment. OK. Fait que le collateral, c'est comme les assets ou les items, les présentations, les documents qui vont être utilisés. Est-ce que c'est chez Kimobi, du moins? Est-ce que c'est toi qui les produis? C'est quelqu'un d'autre qui les produit? C'est le marketing qui t'a... Oui, c'est en commun. Je le faisais avec le marketing. C'est sûr que j'avais beaucoup de ownership là-dedans. Là, on recrute une nouvelle personne qui rentre bientôt, justement, qui va contribuer à ça, qui va leader aussi l'équipe des SDR pour lui donner l'amour qu'elle mérite puis à l'amener au prochain niveau. Très cool. Puis aider avec les sales. Je trouvais ça tellement tough, ça, les sales collateral, parce que naïvement, justement, n'ayant jamais travaillé dans un SaaS qui générait la majorité de ses ventes, ses revenus par des ventes, quand je suis arrivé chez Douda, puis qu'on a créé le nouveau produit de e-commerce qui s'appelait Douda e-commerce, là, avec la technologie de Snipcart, l'équipe de Snipcart qui était comme en dessous de ça. Moi, j'avais fait un gros positionnement, une grosse étude de marché, puis j'étais comme, voici comment on va se positionner par rapport à tel compétiteur. Voici une bible de produits, c'est-à-dire
nos fonctionnalités font ça, règle tel genre de problème. Si tu te fais parler de telle affaire, dis ça. Tu sais, j'avais monté quand même un gros truc de product marketing, puis tout ça. Puis après, ben, la finale de ça, c'était un peu de créer des genres de decks, puis des genres de... des démos, ou un Loom qui explique comment faire un démo, ou genre des collaterals, là, des assets. Puis je m'étais rendu compte que genre, la majorité des ventes, genre, s'en collent de mes assets. Puis l'erreur que j'avais faite, c'était de les faire sans être avec eux, sans comprendre exactement leur day-to-day. Puis ça avait été un gros aha moment pour moi, de genre, non, ma job, c'est pas de lui forcer dans la gorge un slide deck que j'ai fait sur Google Slides quand il est pour vendre l'e-commerce. Ma job, c'est de voir pourquoi il ne vend pas l'e-commerce en ce moment. Qu'est-ce qui l'inquiète là-dedans? Quand il vend les autres trucs et que ça marche, c'est quoi les outils qu'il y a? Puis des fois, c'est genre, man, un shitty démo website qui date de je sais pas combien d'années, qu'il réutilise souvent, ou un PDF fucking mal designé ou vraiment bien designé. Puis dans le fond, moi, je suis en train de servir ces vendeurs-là. Puis il faut que genre je catch leurs problèmes puis que faut qu'il y ait ce que je produis ait un product market fit avec ces vendeurs-là. Puis ça a été un gros unlock pour moi, ça, de bien comprendre ça. Puis je mentirais si je dirais que genre je l'ai nailé, là, tu sais, parce que je pense que je suis parti trop tôt pour nailer cette partie-là. Mais c'était un esti de beau défi, man. Vraiment, là, c'était super intéressant. As-tu des exemples ou des trucs sur comment contrer des objections dans un sales call? On va commencer par ma règle de base. C'est quoi ta règle? La meilleure façon de contrer une objection, c'est une question. OK. C'est la chose que je vois le plus souvent, surtout c'est chez les vendeurs juniors, là, ils vont avoir une objection, puis ils vont répondre par un « oui, mais ». Ah, puis là, ça te tue tellement. Okay, Parce que naturellement, ce que tu viens faire, c'est que tu viens mettre une dynamique de confrontation avec ton client. Ah ouais, c'est adversarial. Je sais pas comment. C'est ça. Puis tu arrives avec « oui, mais notre produit, il fait ça ». C'est genre de la justification ou de la... C'est ça. Il faut faire sentir la personne... faut faire sentir à la personne qu'elle est écoutée, qu'elle est comprise. Fait qu'en posant des questions, tu vas, valider si c'est le cœur de l'objection, comprendre c'est quoi exactement que la personne veut dire. C'est, OK, mais quand elle dit que, mettons, c'est trop cher, est-ce qu'elle pense vraiment que c'est trop cher? Est-ce que la personne ne voit pas que la valeur justifie le prix? Ou est-ce que c'est une technique de négociation parce qu'elle veut que tu baisses le prix? Fait que c'est là que tu veux aller jouer à travers ça pour... Fait que tu peux poser une question du genre OK, on va faire une mise en situation. OK. Ding, ding! Salut. Salut ta mère, François Antinado, vendeur expert chez Ça se passe. Écoute, j'ai un package de partnership à te vendre. Je sais que... Trop cher. C'est trop cher. Oui, mais non. C'est trop cher. Quel genre de prix pourrait faire du sens pour ce que j'essaie de te vendre aujourd'hui? C'est une bonne question, ça, ou c'est une mauvaise question? C'est une bonne question parce que c'est une question ouverte. OK, fait que tu veux pas des questions... Tu veux des questions qui font parler l'autre vendeur. Exactement. Parfait. OK. Mettons, j'en essaye une autre. C'est trop cher. Pour régler le problème de visibilité, mettons, que vous avez, quel genre de ressources vous allez dépenser? Que ce soit, mettons, humaine à l'interne ou comme en temps, en énergie ou même en budget dans d'autres manières. Comment vous allez régler ce problème-là, mettons? Exactement. Fait que là, tu bypasses un peu ton prix, mais tu essaies d'y faire rendre compte de ce que ça peut coûter cher, vraiment. Hey, man, je peux t'appliquer? Je peux t'appliquer chez vous? Je te prends. Mais okay. Ça, ce que tu viens de faire, c'est que tu as ramené l'objection au problème de base. Ouais, comme tu disais tantôt, le problème d'affaires. C'est ça. Là, tu vois un price tag, mais si on revient à ouais, mais ce problème-là, il te coûte plus cher, là. Fait que c'est un problème qui vaut payer ça pour le régler ou pas? La réponse peut être non, mais... Puis des mauvais exemples auraient été... Tu me dis c'est trop cher. Dis-moi c'est trop cher. C'est trop cher. Merci, j'aime ça. Refais-le. Trop cher, Frank. Okay. Oui, mais on est moins cher que la compétition. Ça, c'est mauvais, right? Ou genre, c'est que tu... J'essaie de trouver d'autres mauvais exemples. Oui, mais combien t'as dépensé l'année passée en pub? Nous, c'est mieux ce que tu fais. Right? C'est comme défensif un peu, genre? Non, je vais toujours comme... Moi, non, c'est pas vrai que t'es moins cher des compétiteurs. J'ai trouvé un autre code, puis... Ouais. Puis là, tu me dis que t'es le moins cher, fait que t'es moins bon. Ouais. Ouais, OK, c'est ça.
Est-ce qu'ils sont. Bon, on va arrêter les mises en place. Le monde va être là. Mais mettons, est-ce que le monde avec qui, tu sais, les champions avec lesquels tu négocies ou tu parles, est-ce qu'en concessionnaire, c'est quand même du monde genre tough, genre? Puis tu sais, c'est pas du monde mou, je sais pas comment le dire, genre, sont-tu tough quand même à rendre excité, à convaincre, tout court, genre? Ça dépend à qui tu parles. Ça dépend? OK. Puis, tu sais, ça reste que les concessionnaires automobiles sont parmi les meilleurs négociateurs sur la planète, là. On va se dire, tu sais, ils font ça au quotidien, fait que c'est quelque chose qu'ils maîtrisent. Fait que c'est là où ça devient important de savoir bien négocier puis bien ramener aux priorités puis aux business problems, parce que sinon, tu te fais chambouler assez rapidement. C'est hot, man. Je suis tellement content parce que n'importe qui écoute ça, là, mettons, puis qui veut se partir une équipe de vente, mettons, ou qui veut se lancer en vente, va faire genre, Chris, man, j'ai une vraiment bonne idée des outils à cette heure qu'on utilise, de qu'est-ce qui est tough, qu'est-ce qui est le fun, avec qui que je travaille, pourquoi, c'est quoi les termes, tout ça. Fait que je vais repousser pour essayer de rajouter plus de valeur à du monde qui serait dans cette position-là de vouloir faire de la vente, que ce soit dans leur compagnie ou dans leur carrière. Y a-tu des ressources que toi, tu consommes, que tu t'abonnes, que tu suggères pour du monde qui voudrait plus commencer à s'intéresser sérieusement à créer un système de vente dans leur compagnie ou se lancer en vente? Là? 100%. Moi, T'en as une coupe, moi? Je suis un sales nerd, là. Pour vrai, j'aime vraiment ça parce que je lis ça aussi par rapport à la psychologie humaine, puis j'aime lui lier ça à comprendre l'être humain, puis comprendre les dynamiques sociales, puis tout. Les 2 premières ressources qui m'ont aidé beaucoup au niveau, mettons, des livres. Je peux te parler de podcasts aussi. Les livres, Sales Management Simplified de Mike Weinberg. Ça a été ma Bible par rapport au sales management. Dès que j'ai commencé, c'est le premier livre que j'ai lu, puis il m'a énormément aidé à comprendre la job et à comprendre la nature de tout ce qu'on s'est dit là, par rapport à Hero versus Hero Maker, puis tu peux pas être coach et joueur en même temps. Puis nice. Sales Management Simplified. C'est ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est Sales Acceleration Formula par Mark Roberge, qui est un des fondateurs de HubSpot, d'ailleurs. Ouais. Excellent livre par rapport à ça aussi. OK. Dans les podcasts, il y a 30 Minutes to President's Club qui présente dans un format de 30 minutes des actionable items, des outils concrets en 30 minutes pour les vendeurs et les leaders, également pour réussir et implanter des ça, c'est quoi le titre? J'ai mal compris. 30 Minutes to President's Club. 30 minutes vers le club du président. Ah, président, c'est ça, j'avais mal compris. Excuse d'autres. OK, fait que ça, c'est un pod. Ça, c'est un pod. Sinon, Sales Management Simplified, il y a un pod aussi qui vient avec ça. Puis t'as-tu... Parce que là, c'est vraiment du média, mettons, que tu m'as donné. T'as-tu genre des communautés, des groupes, des events, mettons, ou moins? Moins. Tu sais, j'essaie aussi d'éviter à plusieurs personnes de trop lire juste sur la vente, parce que ça peut devenir un trap de devenir un sales expert à place de devenir un industry expert de ton industrie à toi. Fait que, tu sais, moi, je vais écouter des podcasts sur l'industrie automobile pour comprendre ce que mes clients vivent dans leur réalité. Ça, c'est plus important que de savoir OK, telle ligne marche mieux sur un cold call. Les deux sont importants, mais ça l'est plus dans la réalité du day-to-day pour avoir plus d'impact. Fair enough. Excellent conseil, ça, mon gars. Les trade shows, tu l'as mentionné un peu plus tôt. Moi, j'ai vécu... C'était pas des trade shows que j'ai vécu. Avec Snipcart, c'était plutôt des compétitions ou festivals de startups où il y avait des pitchs, puis il y avait des booths, puis tu pouvais pitcher à des investisseurs ou whatever. Puis ça avait toujours été vraiment tough pour nous de mesurer genre, le retour sur investissement, peut-être parce qu'on n'était pas bien équipés. C'est des choses qui sont onéreuses. Là, genre déplacer de la team, du matériel, c'est du temps, de l'hébergement, de la bouffe, blablabla. Comment vous faites, vous, mettons, quand vous allez dans un trade show, pour mesurer le retour sur investissement? Parce que la grosse partie des trade shows, c'est le avant puis le après. Le trade show en tant que tel, là, c'est vraiment un détail par rapport à tout ce qui se fait autour. OK, intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que le avant, tu dois te préparer tout l'aspect sales enablement, le nurturing de tes clients, savoir qui va être là, à qui tu veux parler. Vraiment te préparer un plan. Si tu n'as pas de plan dans ton trade show, puis tu arrives là, puis tu es comme... Bon, on va voir ce qu'on va faire ici. C'est ça que je faisais, moi. C'est ça devient plus compliqué dans ce temps-là, tu sais. Fait que ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est de capitaliser le maximum possible sur les rencontres que tu fais durant le trade show. C'est de parler au maximum de personnes,
d'essayer d'avoir des conversations intéressantes, puis d'essayer de capturer les informations de ces personnes-là pour pouvoir les utiliser par la suite au niveau du après-show, où là, plusieurs entreprises fail parce qu'ils ne font pas leur suivi, parce qu'ils oublient de juste contacter le monde, parce qu'ils les contactent trop tard. Il faut que tu te différencies aussi. Ces personnes-là, ils vont se faire contacter par des dizaines d'entreprises. Fait qu'il faut que tu sois pertinent puis que tu démarques à travers tout ça. Là. Fait que tu collectes des leads carrément pendant le trade show. 100%. Puis ça, tu les envoies dans ton CRM. Puis ensuite, tu as comme l'attribution. Exactement. OK, c'est bon. Fait que le calcul du retour sur investissement se fait à travers ça. C'est combien de leads tu as collecté, combien d'opportunités tu as créées, combien de revenus tu as générés. Puis, comment tu fais pour te différencier dans le follow-up s'il y a plein de monde qui va contacter le Customer Success Manager ou le Service Manager, d'un concessionnaire après un trade show? T'essaies-tu de te rappeler d'une anecdote de sa vie ou de quelque chose qu'il t'a dit spécifiquement? Tu sais, la mémoire joue-tu, mettons, dans votre rôle de vente? Mais c'est pas de la mémoire, par exemple. Okay. C'est un système qui vient rentrer là-dedans. Faut que tu personnalises ton outreach le plus possible. Ouais. Puis ça, pour faire ça, c'est que, tu sais, maintenant, on va avoir des applications de lead capturing. Puis dans les applications, le avant show, on va rentrer des questions pour que tu puisses rentrer rapidement tes notes. Fait que, tu sais, mettons, je vais te parler à un show. Là, juste après t'avoir parlé, je vais scanner ton badge puis je vais sortir du booth. Fait que souvent, c'est pour ça qu'on est 2-3 dans le booth pour toujours avoir une rotation. Sortir du booth, mettre une note là-dedans. Ça peut même être une note vocale des fois. Là. Utiliser, mettons, le micro pour que ça tape à ta place. Ouais. Là, comme, OK, telle personne, il y a tel setup, telle affaire, telle affaire. Fait que, comme ça, dans ton average par après, tu ramènes tout ça qui devient beaucoup plus pertinent. Ouais. C'est une bonne affaire que tu sortes du boot, là, parce que si tu c'est ton seul... Frank Lantinado, disqualified. All right. J'avais une question par rapport genre, au contraste entre ton rôle actuel et tes rôles précédents, mais j'ai l'impression qu'on en a tellement parlé de ce que tu faisais aujourd'hui, comment tu motives ton monde versus c'est quoi le rôle du SDR ou du Sales Exec, que je pense pas qu'elle est super pertinente, mais j'avais une sous-question qui m'intéresse, c'est par rapport, que ce soit du point de vue des vendeurs que tu manages, ou même en général, dans la compagnie, qu'est-ce qui est le plus tough à propos de travailler avec toi? Tu vois, il y a quelques années, je t'aurais dit mon impatience face à l'incompétence. Ça a changé. OK. Parce que là, c'est devenu de l'exigence. Je suis très exigeant envers moi-même. Ouais. Je suis toujours curieux de m'améliorer, puis je suis pas parfait loin de là. Mm-hmm. J'amène cette même exigence-là avec aux personnes avec lesquelles je travaille. OK. Fait que je m'attends à ce que la personne, même si elle n'est pas compétente dans ce qu'elle fait en ce moment, fasse les efforts pour le devenir. OK. Fait que c'est là où j'ai mis un peu d'eau dans mon vin par rapport à ça, puis que j'ai, je pense, cheminé là-dessus, mais je reste quand même exigeant, puis mon équipe, c'est sûr, s'ils entendent, puis ils regardent, ils vont se rappeler d'une ou deux anecdotes où, non, bravo d'avoir closé cette deal-là, mais justement, ce que tu as dit tantôt, on aurait pu faire ça, puis ça, puis ça, puis pour la prochaine fois, il faudrait en tenir compte parce que ça se peut qu'on l'ait perdu, ce deal-là, à cause de ça. Mais ça implique une certaine... Si tu es exigeant vers toi-même, exigeant vers ton équipe, ça veut dire que tu dois quand même bien sélectionner les gens que tu fais rentrer dans ton équipe pour qu'ils puissent répondre à ces exigences-là. Fait que côté embauche, je serais curieux de savoir si tu as des... Rapidement, mettons, si tu as des tips and tricks sur comment engager les bons vendeurs, y a-tu des red flags ou des green flags en entrevue? Dis-moi un peu là-dessus. J'ai 5-6 critères principaux que je regarde en entrevue. Est-ce que la personne est curieuse ou pas? Ouais. La coachability. L'intelligence. Ouais. L'éthique de travail. OK. Le succès antérieur. OK. Puis le fit culturel. OK. On peut revenir sur chacun d'entre eux. Ouais. Coachability. Ouais. Comment tu fais pour déterminer si quelqu'un est coachable dans une série d'entrevues ou avec des tests ou je sais pas? C'est une simulation. Dans le fond, OK. maintenant, avec les SDR, ce que je vais faire, c'est on va leur demander de préparer une simulation de cold call. OK. On va leur donner du matériel, on va te donner un exemple de cold call même, puis on va dire, prépare-toi dans l'entrevue, on va te demander d'appeler telle personne, puis je vais faire cette personne-là. OK. On va la simulation. Là. Ouais, de l'impro, là. Exactement. Puis là, le but, c'est de leur donner tout ce qu'ils ont fait de bien, puis un feedback.
constructif, là. Ouais. Qu'est-ce que j'aurais fait différemment à cet appel-là? Puis de refaire la simulation. Ah ouais. Puis de voir si la personne l'a appliqué ou pas. OK, c'est bon. Fait que carrément... Fait que ça doit être ça doit être un endroit où facilement tu te rends compte de... C'est un indicateur rapide, là. Tu sais, c'est comme... Parce que c'est stressant, là. On s'entend. T'es dans une entrevue, déjà, qui a un élément stressant. Plus t'amènes une simulation, plus t'amènes un feedback, puis je te dis, refais-le. OK. Fait que tu le vois si la personne le fait ou pas. Sinon, y a-tu des green flags ou des red flags que tu check où ils sont pas mal là-dedans, dans ce que tu il y a d'autres spécificités dans les green flags. Mettons, moi, je trouve que une entrevue, c'est both ways. OK. Fait que quand la personne valide qu'on est un bon fit pour elle, c'est un énorme green flag pour moi. Quand elle arrive prête avec des questions tough, là, puis qu'elle me challenge, puis que elle me montre que je dois travailler pour l'avoir dans l'équipe, c'est un énorme green flag. Ouais, parce qu'elle se vend. C'est ça. Ouais. Puis on the other side, dans les red flags, là, il y a le classique ne pas être imputable, de toujours comme bitcher ton employeur ou comme ouais, mais l'industrie était tough et c'est pour ça que je suis parti. Puis, si tu vois ce red flag-là rapidement, c'est. User nos excuses un peu. Là. Exactement. En vente, là, t'es pas imputable. Puis, tu sais, moi, je pousse ça aux extrêmes. Là. J'ai écouté Mark Manson des Subtle Art of Not Giving a Fuck, par exemple. Là-dessus, tu sais, lui, il pousse ça encore plus. T'es responsable de tout dans ta vie, ou du moins de ta réaction à tout. Même si t'es dans ton auto, puis un gars chaud te rentre dedans, t'es responsable pareil parce que t'as pris le risque de prendre ton auto. Fait qu'à chaque fois que tu prends ton auto... Ouais, puis tu vas être responsable de comment tu réagis à toute cette situation-là. Exactement. Aussi, même dans les extrêmes-là... C'est genre extreme ownership un petit peu. Exactement. Là. Ouais. OK. Cool, man. T'as-tu des entrepreneurs, des vendeurs, des professionnels dans ton entourage qui t'inspirent, qui t'aident? Genre, comment que tu t'entoures? J'essaie de trouver des mentors. Okay. Je reach out directement à du monde. Okay. Ça se passe, m'a beaucoup aidé par rapport à ça, par exemple. Ah ouais? J'ai reach out à beaucoup de monde qui ont passé dans le podcast, puis je suis comme... Hey, nous, on va luncher ensemble, on va jaser. Nice, man. J'allais dernièrement avec Phil de chez Missive. Entendre parler de leur histoire, de leur rencontre. C'est cool, ça. Qu'est-ce qu'ils font. J'ai rencontré plein de belles personnes grâce à ça. Fait que, nice, j'essaie de... Le plus tough là-dedans, c'est de mettre une récurrence puis de mettre une certaine consistance. Mais même avec toi, j'ai beaucoup aimé les lunchs qu'on fait. Puis c'est grâce à ça se passe que tout a commencé. Ouais. Ouais, ben, c'est réciproque, man. OK. Où que tu te vois, toi, dans 5 ans, puis où que tu vois le produit dans 5 ans de Kimobi? Continuer à apprendre. Continuer à... Dans le fond, moi, ma mission, là, concrètement, c'est de procurer des années transformatives professionnellement pour les membres de mon équipe, pour les gens qui m'entourent. OK. C'est comme ça que je vois la raison d'être de pourquoi je me réveille le matin. Nice. Je me vois continuer là-dedans. Là, évidemment, je t'ai parlé qu'on recrute quelqu'un comme team lead. Ouais. Fait que là, je vais avoir de l'apprentissage à gérer une gestionnaire. Ouais, c'est cool. On va avoir de l'évolution. On veut aller chercher 25% de part de marché au Canada, 1% aux États-Unis. Fait que il y a plein d'innovations qui amènent tout ça puis qui me vont permettre d'apprendre. Est-ce que tu as changé d'idée sur quelque chose dans les 5 dernières années? Tellement, man. Est-ce qu'il y en a une qui te passe dans la tête plus forte que d'autres? Tu sais, je parlais de beaucoup d'aspects que je pensais de la vente, au niveau d'aspect monétaire, au niveau des motivations. Oui, c'est vrai. Séparer aussi le côté BDR, SDR de Sales Exec, Account Exec. C'est ça. Mais en fait, tu n'avais pas changé d'idée là-dessus. Tu juste... j'ai changé un peu d'idée là-dessus, pareil, parce que on était convaincus que la recette allait marcher, mais elle n'a pas marché finalement. L'aspect de l'humilité, comme je t'ai parlé tantôt. Ouais. Fait que non, il y a plein d'éléments. Je change d'avis littéralement une fois par mois minimum sur quelque chose. Puis j'aime ça parce que c'est comme ça que tu apprends. C'est partie de l'expérience, man. As-tu des shameless plugs? Fait que des jobs ouvertes, des personnes ou des compagnies que tu veux rencontrer, n'importe quoi que tu veux plugger, c'est le temps.
J'aime le plug, on recrute chez Kimobi. Donc, des rôles entrée aux ventes, des rôles de onboarding, des rôles de customer success, d'account manager. Fait que, Kimobi.com. Kimobi.com. K-Y-M-O-B-Y. K-I-M-O-B-Y. Excuse les gars. K-I-M-O-B-Y.com. Puis vous avez un site carrière ou quelque chose là-dessus qu'on peut cliquer. C'est pas. Anything else? Merci de l'invitation, j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a fait plaisir, mon gars. Merci d'être venu. Mais sans quand les temps même est facile.